Mon cher Andy Pierre, messieurs les présidents des associations de droit interne et international de l'Université Lyon 3, mes chers confrères, mes chers professeurs, mesdames et messieurs les professeurs, je vous souhaite à chacun d'entre vous et à tous, bien sûr, la bienvenue dans cette maison dont j'ai eu l'occasion de vous dire quelle était la vôtre, autant aujourd'hui que demain. La connaissance est la seule chose qui s'accroît lorsqu'on la partage. C'est une citation célèbre, chère notamment aussi au cœur des notaires. Donc un grand merci à vous tous, mesdames les professeurs et messieurs les professeurs, d'accepter de partager vos connaissances avec générosité et bienveillance. La réserve héréditaire et l'ordre public international est un sujet au cœur de notre actualité. Peut-être, à l'issue de notre réunion, nous serons plus instruits sur la compatibilité de la notion d'icône nationale et de résident américain. L'occasion aussi, vraisemblablement, de faire tomber un certain nombre de tabous et de préjugés. Non, la réserve héréditaire n'est pas un principe universel. Oui, les Anglais aiment autant leurs enfants que nous pouvons aimer les nôtres. Mais la réserve héréditaire est un principe éminemment respectable. Enfin, je tiens à me tourner vers vous, notaires actuels et futurs notaires, pour insister sur le rôle essentiel, notre rôle essentiel, au-delà des connaissances, au-delà du partage de ces connaissances. Nous sommes un peu les sondeurs de l'âme de nos concitoyens. Nous devons être à leur écoute et voir qu'à travers les mots qu'ils nous indiquent, eh bien, ils ont une volonté qui n'est pas forte, qui peut être un peu cachée. Donc c'est à nous à déceler ça. Nous avons entendu, lors de l'actualité dont je faisais référence, des mots très durs comme renier ses enfants, etc. Donc on voit bien qu'au-delà de la portée des mots, il y a la volonté réelle des personnes que nous avons l'honneur de conseiller. Donc voilà, aux côtés du notaire magistral, le notaire magistral de l'amiable aussi, eh bien il y a le côté du notaire profondément humain à l'écoute de ses clients. Donc un grand merci à vous tous et une très bonne journée. Nous aurons l'occasion pour celles et ceux qui n'auront pas pu être présents ici ce matin, eh bien, de suivre par les réseaux sociaux ou le site de la Chambre ce que vous faites l'honneur de délivrer ce matin et je vais dire vos connaissances. Donc un grand merci à vous tous. Bonjour à tous. Les étudiants du Master 2 droit notarial de l'Université Lyon 3 sont heureux de vous accueillir au petit déjeuner du notariat lyonnais, organisé par l'Association des étudiants en droit notarial européen et international, que j'ai l'honneur de présider cette année. Le parcours européen et international du Master 2 droit notarial, dirigé par M. le professeur Fouchiron, nous assure une formation en droit interne complétée par une étude approfondie du droit international, privé européen. Ainsi, dans chaque discipline, nous recevrons un enseignement spécifique sous un angle international, ce qui rend notre parcours unique en France. Nous gardons toujours à l'esprit les grandes caractéristiques du droit international privé, qu'on va devoir regarder aujourd'hui. Le droit international privé qui se veut universaliste plutôt que particulariste, avec des règles de conflit de loi le plus harmonisées possible, dépourvu de tout nationalisme, en plaçant toutes les lois sur un pied d'égalité, abstrait, en recherchant la loi applicable sans prendre en considération le contenu matériel de la loi en présence, et neutre, sans chercher à privilégier une solution à une autre. Pour analyser le sort de la réserve héréditaire dans une situation internationale qui méconnaîtrait la réserve héréditaire, mais aussi pour éclairer sur ce qu'il en est avec la pratique, nous avons fait appel à des intervenants renommés pour leur expertise, notamment l'un des meilleurs experts en droit international privé, membre d'honneur de notre association, pour nous avoir soutenus dès le début, Maître Richard Krohn. Je vous remercie d'être venu depuis Paris, malgré les conditions difficiles de transport que l'on sait. Je remercie également notre présidente de conférence d'aujourd'hui, maître de conférence à l'Université Lyon 3, que nous aurons bientôt la chance de retrouver en cours, Madame Amélie Panet.
Monsieur le professeur Cyril Nourissa, expert incontestable en droit international, qui fait rayonner la compétence lyonnaise en la matière, nous vous remercions de vous rendre toujours disponible pour vos étudiants. Madame Camille Goury, notaire assistante spécialisant en droit international chez Maître Simon à Lyon, nous vous remercions d'avoir accepté de nous donner votre regard pratique. J'ai hâte de vous entendre. Ce petit déjeuner est également l'occasion pour nous de relier professionnels à venir et professionnels actuels. C'est pourquoi nous avons mis à votre disposition des recueils de CV. Pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux, vous trouverez également nos CV sur le site web de l'association aednei-lyon3.com. Je vous laisse maintenant entre les mains de nos intervenants, mais d'abord la parole à Maître Simon, notre parrain cette année. Bonjour à tous, monsieur le professeur, monsieur le président, mesdames, mes chers confrères, mesdames, messieurs. Je ne pensais pas que ça puisse jamais m'arriver d'être parrain d'une formation, c'est beaucoup d'honneur et j'en suis très flatté. Être parrain, évoquer la notion de parrain, c'est évoquer un peu la notion de clan. Alors quel est notre plus petit dénominateur commun dans ce clan? Bon, c'est déjà que nous sommes tous des juristes et je pense qu'il faut en être fiers parce que c'est une ouverture d'esprit. Nous sommes des juristes dans une région et il faut aussi être fiers de notre région et défendre notre région lyonnaise et même plus large, la région Rhône-Alpes, puisque le président du conseil régional est président non seulement du Rhône, bien évidemment, mais de l'Ain et de la Loire, et que l'Ain et la Loire pèsent dans cet équilibre dans ces agglomérations. Mais il faut aussi réaliser que nous sommes, et que vous serez, que vous ferez partie d'un clan de notaires, je l'espère, conquérant et novateur. En fait, ce qui est important dans chaque métier, c'est vraiment d'avoir l'esprit d'entreprise, la volonté d'entreprendre, parce que ça guide, ça égaye des carrières, ça conduit une vie, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Il faut oser, comme vous le faites aujourd'hui, avec ces petits déjeuners, comme vous l'avez déjà fait, et ça, c'est important de vous organiser comme vous l'avez fait. Vraiment, je vous félicite parce que c'est ça la bonne démarche pour rentrer dans une profession. Alors être parrain, c'est apporter une aide. Alors bien sûr, je ne suis surtout pas le seul à vous apporter cette aide et aujourd'hui je crois qu'il faut remercier la Chambre qui vous accueille. La Chambre est toujours ouverte et merci Thierry de cette ouverture d'esprit, de cet accueil des jeunes qu'on te connaît. Il faut aussi remercier ceux qui sont présents, les intervenants bien évidemment qui ont partagé, puis ceux qui viennent partager leur savoir, parce que la notion, comme le disait Thierry, la notion de partage de connaissances est une notion essentielle. On apprend autant en cours ou en écoutant un colloque qu'après en buvant un café, parce qu'on fait part de cette expérience, on échange, et ça c'est le partage de connaissances à tout moment, et c'est là où il y a un véritable enrichissement. Vous le savez, le droit international donc, est un droit dont la profession se préoccupe beaucoup aujourd'hui. Vous êtes en présence du professeur Nourissa qui va intervenir et qui est en train de monter un congrès national sur le droit international. Et donc, j'espère que vous pourrez y participer parce que le droit français va se montrer exemplaire en la matière avec, je l'espère, une ouverture, enfin, d'après ce que m'a dit le professeur Nourissa, on va avoir une ouverture d'esprit, peut-être une remise en cause de notre manière de penser en acceptant que les autres puissent nous montrer de bons exemples. On pense à l'Afrique, on pense à la Chine, on pense à l'Asie, où il y a beaucoup de choses à prendre à l'extérieur. Et puis, donc, de l'aide du Conseil régional. Le Conseil régional, en fait, est un organisme, bien sûr, chargé de la discipline, mais aussi chargé avec les chambres et en interdépartementalité de la formation. Et en fait, le programme que nous avons développé cette année parmi les instances régionales, ce sont des formations qui sont conquérantes, qui permettent au notariat de s'ouvrir sur de nouveaux marchés, de reconquérir des marchés. Et donc, c'est toujours dans cet esprit d'ouverture qu'il faut travailler et se former. Aujourd'hui, vous le savez, le notariat et la profession de juriste changent. On va de plus en plus vers le conseil, on va de plus en plus sur des niches.
Et donc il est important, et bien que le droit international ne soit pas une niche, ça permet l'ouverture de nouvelles niches. Il suffit de penser à l'arbitrage international, il suffit de penser à des choses comme ça pour dire qu'il y a des choses où le notariat n'est pas formé, ou même d'autres juristes ne sont pas formés, et là il y a de véritables carrières à faire, donc il ne faut pas hésiter. Être parrain, c'est aussi être un guide, pas un modèle, mais un guide qui démontre qu'il faut encore une fois oser. Dans la région, donc, nous avons osé en droit international avec la création de la CENOD, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'association du Centre notarial de droit européen et international, et qui est une association en fait qui a été constituée pour aider les notaires à devenir européens et à faire du droit international. Et puis la CENOD a travaillé avec Lyon 3 d'une part pour la mise en place d'une chaire notariale de droit international que préside le professeur Norissa, qui permet des travaux de recherche et de développement justement par rapport à l'avenir, et qui a aussi permis la mise en place, enfin avec Lyon 3, d'un diplôme universitaire dont je parlais hier à table, mais ce diplôme universitaire forme des experts en droit international qui sont maintenant très recherchés. On est à la 5e promotion, et je peux vous dire que quand on sort de cette formation qui est sur 2 ans, qui est sous forme de MBA, eh bien ça donne vraiment des perspectives de carrière qui sont très intéressantes, et j'allais dire, on souhaite que les gens restent dans le notariat, mais la plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais quelquefois les gens s'ouvrent sur d'autres carrières, puisque ce diplôme est réservé aux notaires pour l'instant. Voilà, être parrain, c'est aussi un passage de flambeau. Passage de flambeau, pour illustrer ça, c'est ce que je souhaite transmettre comme idée, c'est que pour un notaire, pour quelqu'un qui arrive, qui est en bout de carrière, ce qui est important, c'est de réaliser en fait une transmission, et une transmission non seulement d'un outil, mais une transmission également d'idées dans la profession. Et sachez, par exemple, au niveau du Conseil régional, nous sommes en train de finaliser une blockchain pour la protection de la créativité, donc qui est un outil qui va aboutir très, très prochainement. Mais nous sommes aussi en train de finaliser un concept dans lequel vous serez intégré et pour lequel vous serez sollicité, qui est un centre de partage de la connaissance qui va être ouvert donc à côté du CFPN, et qui permettra justement un meilleur échange entre les étudiants, le monde professionnel, qui permettra une numérisation justement des connaissances et un partage des connaissances et une valorisation de vos travaux. Pour vous donner un exemple, ce qui nous intéresse, c'est que quand vous faites un devoir, eh bien on demandera au professeur en fait d'annoter dans vos devoirs ce qui est intéressant, les idées qui sont intéressantes, les jurisprudences intéressantes, de manière à ce que, par l'intermédiaire des réseaux, on puisse non pas lire toute une copie, mais avoir le point intéressant et pouvoir créer un certain dynamisme par rapport à ce partage de connaissances. Donc là, vous avez vos travaux et votre préparation à la carrière vont tout de suite servir à la profession, et vous pourrez ensuite, bien sûr, vous servir de partage de connaissances des autres. Donc simplement conclure en vous disant que transmettre donne un sens à la vie, et que c'est important de transmettre des outils, de transmettre des idées, et qu'aujourd'hui, bien, le droit international qui a été peut-être un peu plus porté par notre génération, bien aujourd'hui de voir que ça se développe, bien sûr que pour nous c'est très réjouissant. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Alors, chers étudiants, je vous remercie d'abord de m'avoir demandé de présider cette matinée passionnante. C'est un immense honneur pour moi, et puis c'est aussi une grande première. Donc vous ne m'en voudrez pas si je ne respecte pas forcément les canons de l'exercice. Je vous avoue que c'est bien la première fois que j'ai le pouvoir de contrôler la parole de personnes bien plus illustres que moi, et notamment mon directeur de thèse. Je suis bien ravie qu'on sait bien que j'ai abusé de ce pouvoir. Voilà, soyez avertis, je serai intraitable sur le reste de votre temps de parole. Parce qu'il est important pour moi là, que chacun puisse exprimer son point de vue. Vous avez choisi pour thème la réserve héréditaire et l'ordre public successoral. Thème un peu plus d'actualité, hein, non seulement juridique, mais aussi people. Alors je vous l'ai dit, c'est la première fois que je suis chargée d'introduire une matinée d'intervention, et donc je suis entourée de personnes bien plus savantes que moi qui combinent avec leur érudition une approche pratique qui me fait défaut. Donc vous savez ce que c'est que les successions internationales dans la vraie vie, entre guillemets, au-delà de la recherche qui, pour fondamentale qu'elle soit, ne doit pas être faite dans le vide. Alors comment me sortir de l'exercice? Eh bien très simplement, je vais juste vous exposer les questions principales qui me sont venues naturellement quand j'ai été contactée pour présider cette matinée.
Alors on a tous vu le déballage dans la succession de Johnny Hallyday, chacun y allait de son commentaire, de son analyse, dans les revues, dans les médias, jusque sur le plateau de Cyril Hanouna, c'est dire. Alors je sais que M. De Crook abordera le sujet plus tard, alors je n'en dirai pas trop. Finalement, ce dossier pose deux questions principales. Est-ce qu'il avait sa dernière résidence habituelle en France ou bien en Californie, puisque c'est cette question qui déterminera le droit applicable au fond de ce fameux testament qui déshérite ces pauvres grands-enfants. Si cette question se résout au profit du droit californien, alors on peut envisager peut-être l'intervention de l'ordre public pour préserver la réserve héréditaire auquel David et Laura devraient pouvoir prétendre en application du droit français. Arrive alors la seconde question. La réserve héréditaire est-elle protégée par l'ordre public international français? Et là, on a envie de dire que les arrêts de septembre 2007 ont déjà répondu à cette question, qui jamais s'est dite. Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète au cas d'espèce conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Voilà donc l'attendu de la Cour de cassation. Dit plus simplement, la réserve héréditaire n'est pas un principe du droit français considéré comme essentiel. La décision est un peu plus claire, elle a été abondamment commentée. Certains ne s'en sont absolument pas étonnés, estimant qu'il n'y avait pas de raison d'imposer à travers le système de la réserve un mode de partage de succession, et d'autres se sont élevés contre, et je pense notamment au président du 108e Congrès des notaires de France, congrès qui avait rappelé l'attachement des notaires au principe de la réserve et qui avait demandé que soit reconnu son caractère d'ordre public international dans le cadre de l'application du règlement de succession. Espoir déçu. Il semble que la Cour de cassation ait mis fin à la controverse. Et peut-être que l'affaire Hallyday sera l'occasion d'opérer un revirement, ou peut-être que non. Pour l'heure, il faut donc nous en tenir à la position de la Cour de cassation. Une loi étrangère qui ignore la réserve n'est pas en soi contraire à l'ordre public. Quelle doit être alors la position des praticiens du droit? Que doivent faire les notaires face à une loi successorale qui ignore l'institution de la réserve? Comment êtes-vous censé évaluer la précarité et l'état de besoin de l'héritier qui conditionne aujourd'hui, d'après la Cour de cassation, l'intervention de l'ordre public? Et donc nous aurons la chance de profiter ici de l'expérience des notaires qui nous feront part de leur point de vue. Sur un plan plus théorique, la Cour de cassation a-t-elle, dans ses arrêts de 2017, dénaturé la portée de l'institution de la réserve héréditaire? Est-ce que la fonction alimentaire de la réserve a définitivement pris le pas sur sa fonction de conservation des biens dans la famille? Et ça m'amène à ma première question théorique. Qu'est-ce que la réserve héréditaire? Ou plutôt, quels sont ses fondements? Quels sont ses objectifs? Est-ce qu'ils doivent être redéfinis dans un monde de mobilité? Quels sont aujourd'hui les grands principes qui doivent guider notre droit successoral français? Seconde question, est-ce que la réserve héréditaire est d'ordre public? Alors au moment où le caractère d'ordre public est déjà contesté au plan interne, est-il encore raisonnable de chercher à le défendre au plan international? On sait que l'ordre public international ne peut être que le noyau dur de l'ordre public interne. Il faut alors s'assurer, avant de chercher à discuter de son caractère d'ordre public international, s'assurer donc si la réserve héréditaire est toujours d'ordre public interne. Renonciation anticipée à l'action en réduction, réduction en valeur, abolition du droit de prélèvement, on connaît tous les éléments qui nous montrent aujourd'hui l'affaiblissement en interne de la réserve héréditaire. Ce sont autant de coups de hache, mais la réserve héréditaire tient-elle encore debout dans la forêt du droit successoral français? C'est la condition sine qua non pour que l'on puisse seulement discuter de l'appartenance de cette institution à l'ordre public international français. La position de la Cour de cassation, qui pose comme limite l'état de précarité et de besoin, réduit la réserve à sa seule fonction alimentaire. Est-ce à dire qu'elle oublie les fondements que la deuxième commission du 108e Congrès a fait en 2012, ou bien pire, qu'elle considère que ces fondements ne sont pas des principes essentiels du droit français? La protection de la liberté des réservataires contre les abus d'autorité, la protection du disposant contre les pressions, l'ancrage identitaire par la transmission d'un patrimoine et l'expression d'une solidarité entre les générations, l'expression d'une transmission conçue autour de la continuation de la personne, l'effet régulateur et pacificateur de la réserve, tout ceci ne serait pas des principes considérés comme essentiels. Que la réserve héréditaire du droit français ne soit pas un principe de justice universelle doté d'une valeur internationale absolue, pour reprendre l'apport de la Lautour, cela s'entend. Mais en revanche, écarter l'intervention de l'ordre public dans sa deuxième fonction, celle de défense de politique législative française qui protège des principes qu'on juge essentiels, paraît plus discutable. Peut-être qu'en fin de compte, ces arrêts en disent beaucoup plus que l'on croit. Est-ce là une nouvelle définition de l'ordre public international? Est-ce révélateur que l'arrêt par l'ordre public international n'est pas nécessairement français? Dit autrement, est-ce que l'exception d'ordre public international n'est-elle aujourd'hui envisageable que pour défendre un ordre public réellement international? Si le paradigme de l'ordre public a changé, quelle en est la raison? Est-ce à cause de l'européanisation du droit et notamment de notre ordre public? Troisième question, est-ce que l'entrée en vigueur du règlement de succession depuis le début de l'affaire Jarre et la possibilité qu'offre ce texte de choisir la loi applicable, est-ce que ce règlement porte le coup fatal à notre réserve héréditaire?
Le fait de permettre une option de droit affaiblit déjà de fait nos interdits. Alors certes, les plus pointilleux me diront qu'on ne peut choisir que sa loi nationale, donc on a une option qui est extrêmement restreinte. Mais l'argument cède face aux critères de rattachement objectifs choisis par le règlement. À défaut de choix exprimé, on le sait, c'est la loi de la résidence habituelle, de la dernière résidence habituelle, qui a vocation à régir la succession. Or, nous vivons dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, au sein duquel la liberté de circulation est assurée, est promue et même encouragée. On nous permet de modifier avec une facilité déconcertante l'élément qui sert de rattachement à notre règle de conflit uniformisée. L'option n'est donc pas si restreinte puisqu'il suffit d'établir sa résidence habituelle dans l'État dont on souhaite voir appliquer la législation. La réserve de l'ordre public est classiquement prévue par le règlement, mais on se souvient que dans la proposition qui l'avait précédée, on faisait expressément mention de la réserve héréditaire, en prévoyant que l'exception d'ordre public ne pouvait être opposée à l'application d'une loi désignée par le règlement, je cite, au seul motif que ces modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le fort. Le texte définitivement adopté a abandonné la précision. Est-ce que cela anéantit l'exception d'ordre public dans l'hypothèse d'une atteinte à la réserve? Quatrième question, quid de la fraude alors? Puisque la Cour de cassation refuse d'englober la réserve héréditaire dans notre ordre public international, faut-il considérer que la seule possibilité qu'il nous reste d'évincer la loi étrangère serait de prouver, preuve délicate s'il en est, que le DQJUS a modifié sa résidence habituelle dans l'unique but de se soumettre à une autre loi que celle normalement applicable? Peut-on seulement envisager l'existence d'une fraude à la loi dans un domaine aujourd'hui contaminé par l'autonomie de la volonté? Je pourrais lister encore beaucoup de questions soulevées par le thème retenu, mais nous avons déjà beaucoup de retard et je pense qu'il est désormais temps de laisser la parole aux intervenants de grande qualité que vous avez choisis. J'ai hâte d'entendre leur point de vue à propos de ces questions passionnantes, mais avant d'entendre Maître Krohn, Monsieur le professeur Nouissa, Maître Goury et Monsieur De Crook, nous allons d'abord avoir l'honneur d'avoir la présence seulement numérique du professeur Fuchiron, qui a enregistré donc une intervention vidéo à notre intention. La Cour de cassation nous dit qu'une loi étrangère, compétente d'après la règle de conflit, qui ne connaît pas la réserve, n'est pas en elle-même contraire à l'ordre public, dès lors que son application concrète, au cas d'espèce, ne conduit pas à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. La question qui se pose est de savoir ce qu'il faut entendre par principe essentiel du droit français, et dans les arrêts rendus par la Cour de cassation, nous avons deux critères qui sont mis en avant par la Cour, ou plutôt que la Cour de cassation reprend, mais semble assimiler, reprend la Cour d'appel, mais semble faire sien, le critère de la précarité et le critère du besoin. Alors, ce sont deux critères qui, a priori, sont de nature très différente, puisque la notion de précarité renvoie à l'idée d'incertitude, précarité économique ou précarité personnelle, là aussi ce serait à préciser, alors que la notion de besoin renvoie à quelque chose de beaucoup plus connu juridiquement, puisque c'est une notion qui a été élaborée peu à peu dans le cadre des obligations alimentaires, et que l'on trouve d'ailleurs dans les successions, puisque, comme vous le savez, l'héritier réservataire qui a renoncé à sa réserve peut demander la révocation de sa renonciation si, nous dit l'article 930-3 deuxièmement, si au jour de l'ouverture de la succession, il est dans un état de besoin qui disparaîtrait s'il n'avait pas renoncé à ses droits réservataires. Donc la question qu'on peut se poser est de savoir si les deux critères sont des critères distincts ou s'il convient de les apprécier ensemble, en quelque sorte, en ce sens que la précarité renverrait quand même l'idée de besoin, un besoin qui n'est peut-être pas encore réalisé, concrétisé, mais qui risquerait de le devenir si l'intéressé n'avait rien dans la succession. Alors comment réussir à définir ces critères? Donc je l'ai dit, la précarité est une notion encore relativement floue. On la connaît en droit social, on la connaît dans d'autres domaines du droit, mais on la connaît peu dans le domaine du droit civil et surtout pas dans le domaine de succession. La notion de besoin, elle, est une notion qui est plus cadrée. Donc là, je pense que la notion de besoin, en plus, renvoie à l'idée de solidarité, puisque dans les arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation, on ne sait pas trop ce que sont les principes essentiels, mais quand on réfléchit au fondement actuel de la réserve, on finit par conclure que le seul fondement aujourd'hui défendable, c'est l'idée de solidarité entre les générations, ou plus exactement de responsabilité de l'individu à l'égard de ceux à qui soit il a donné la vie, les enfants, ou envers qui il s'est engagé par le mariage.
Et c'est ce fondement qui justifierait qu'aujourd'hui ait été maintenue la réserve à l'égard des enfants et à l'égard du conjoint, alors que la réserve des ascendants, elle, a disparu. Alors même qu'on pourrait trouver l'idée de solidarité, mais peut-être pas de responsabilité comme on la retrouve pour les enfants et pour le conjoint. Par conséquent, l'idée que l'on pourrait construire peu à peu, à partir de cette jurisprudence assez mystérieuse de la Cour de cassation, serait qu'une loi étrangère qui n'assure pas de quoi vivre aux personnes envers lesquelles on s'est engagé, parce qu'on leur a donné la vie ou parce qu'on s'est marié avec elles, eh bien, une loi étrangère qui ne reconnaîtrait pas ces besoins essentiels devrait être écartée. Mais une fois qu'on a dit ça, on a dit que la moitié des choses, car il faut encore savoir comment apprécier la façon dont la loi étrangère remplirait en quelque sorte les besoins des héritiers réservataires qui ont été écartés de la succession. Donc c'est la question des équivalents fonctionnels de la réserve, équivalents fonctionnels dont on parlera sans doute au cours de cette matinée, mais qui sont assez difficiles à apprécier par le juge français ou par le notaire lorsqu'il va devoir traiter la succession, puisque le juge ou le notaire, a priori, devra se renseigner à la fois sur le contenu des lois étrangères, sur la nature des mécanismes que celle-ci prévoit, sur la façon dont les juges étrangers ont pu la mettre en œuvre pour remplir ou non ce qu'ils estiment être les besoins de l'intéressé, et puis enfin s'interroger également sur la possibilité technique de l'intéressé, réservataire écarté, de pouvoir mettre en œuvre ces moyens. Certains moyens, en effet, sont soumis à des conditions de compétence judiciaire qui ne sont pas forcément réunies ou qui ne correspondent pas forcément à ce que nous pouvons mettre en œuvre avec nos règles de droit français. Donc il y a à la fois tout un travail sur le contenu des lois étrangères, sur ses modalités d'application par le juge étranger et sur la possibilité technique de les mettre en œuvre qui devront être pris en considération par le juge pour savoir si, oui ou non, cette loi étrangère contrevient aux principes dits essentiels du droit français. Donc voilà quelques problèmes qui se posent pour une jurisprudence qui, à l'évidence, est une jurisprudence en pleine construction. Je vais donner désormais la parole à plus utile de présenter. Vous avez donc 30 minutes. Je pourrais avoir le bazar là. Ah bon. Je suis navré, déjà l'histoire elle ne pourra plus parler. Et puis surtout comme je n'ai pas une voix qui porte, ça permettra à ceux qui sont dans le fond de s'épanouir. Alors, évidemment, et ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises, les deux fameux arrêts du 27 septembre 2017, rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, ont permis à la Cour de se prononcer sur l'application en France d'une loi étrangère ignorant la réserve. Ah, ces deux arrêts qui ont été rendus sous l'empire du droit commun, je voudrais bien préciser ça parce qu'on a quand même une fâcheuse tendance aujourd'hui à dire le règlement succession a tout foutu en l'air, excusez-moi du peu, mais c'était rendu sur l'empire du droit commun. C'est pas le règlement qui est venu affaiblir la réserve. Le législateur français en 2001 et en 2006, et Amélie l'a fort opportunément rappelé, a mis quand même de sérieux coups de canif dans l'institution. Ceci étant dit, ces deux arrêts mettent fin au fond à un long suspense judiciaire et à l'opposition de deux courants, l'un qui était très favorable à la réserve héréditaire, mené et en tête par Michel Grimaldi, et l'autre plus favorable à l'application de la loi étrangère, qui concernait plutôt les internationalistes que les civilistes purs et durs. Alors, cette question du caractère d'ordre public de la réserve devenait d'autant plus prégnante depuis l'entrée en application du règlement en succession du 4 juillet 2012 au 17 août 2015. Et tous les commentateurs du règlement y avaient fait allusion en se rattachant soit, encore ici, avec un courant favorable à la réserve, soit à un courant estimant que la réserve française ne relevait pas de l'ordre public international. Les voici aujourd'hui départagés, mais sans doute pas réconciliés. Alors, ces arrêts qui auront quand même le plus bel étoilage qu'on puisse avoir au niveau des arrêts de la Cour de cassation, puisqu'ils sont marqués P plus B plus R plus I, c'est-à-dire qu'ils reçoivent les honneurs de la publication au bulletin des arrêts de la Cour et les honneurs du rapport de la Cour de cassation, plus les bulletins d'information, communiqués, etc., sur le site de la Cour de cassation.
Et on peut imaginer sans peine qui resteront eux aussi à très brève échéance dans les grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé français. Il n'en fallait pas plus pour que le monde des juristes s'en empare, et de nombreux commentateurs s'y sont déjà essayés avec, il faut bien le reconnaître, plus ou moins de bonheur. L'un d'entre eux, et pourtant pas des moindres, précisant que désormais, c'est quand même dans le recueil d'Allos que c'est paru, et je laisse son nom parce que je ne veux pas être désagréable, que la réserve n'étant pas d'ordre public international en France, il est désormais possible de déshériter ses enfants, sic. C'est peut-être aller un tout petit peu vite quand même et aller un tout petit peu loin. Je précise qu'il s'agit dans ma bouche d'un euphémisme, comme nous le verrons ultérieurement, et faire dire à la Cour ce qu'elle n'a jamais voulu dire. Alors, en principe, au plan de l'ordre public, la Cour a été amenée à prendre parti. Elle n'avait jamais été amenée à traiter cette question, elle s'était pourtant posée à de nombreuses reprises, mais devant les cours d'appel qui, lorsque la loi étrangère qui ne connaît pas la réserve était désignée par la règle de conflit française, ne s'était jamais prononcée dans le sens de l'ordre public successoral. Et on consultera ici avec bonheur l'ouvrage de Marielle Reviard, Droit international privé et communautaire, pratique notariale, où elle cite un certain nombre de références dans une note de bas de page où de nombreux arrêts étaient intervenus et n'avaient pas reconnu le caractère d'ordre public de la réserve. Alors, les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris dans ces deux affaires étaient de la même veine. Et la première chambre civile approuve les cours d'appel d'avoir statué comme elles l'ont fait. Et les hauts magistrats retiennent dans les deux affaires qu'une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français. Ça, c'est l'affirmation de principe. Mais il y a quand même immédiatement derrière, on l'a compris dans les propos qui ont déjà été tenus ce matin, il y a une précision importante qui arrive immédiatement derrière, sous réserve des principes essentiels du droit français. Donc, l'affirmation de principe est nuancée dans cet incident. La loi étrangère ne peut être écartée que si son application concrète au cas d'espèce conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Et là, la précision revêt dans ce cas particulier une importance considérable. Pour autant, cette précision, aucune précision n'est donnée par la Cour sur ce que sont ces principes. Sans doute, la haute juridiction entend laisser une marge de manœuvre dans l'appréciation de ceux-ci au cours d'appel, puisque cette appréciation reposera avant tout sur des éléments factuels qui relèvent essentiellement du pouvoir souverain d'appréciation de ces juridictions sous un contrôle, disons, léger de la haute cour. Mais l'approbation par la première chambre des éléments retenus par les deux cours d'appel fait clairement ressortir certains critères. Dans les deux cas, les cours d'appel avaient pris le soin de relever que l'installation des défunts en Californie était ancienne et durable et que les héritiers concernés n'étaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin. Et dans l'arrêt, je ne donne pas le numéro du pourvoi, ça n'ajouterait rien, mais dans l'autre, le deuxième arrêt, les juges d'appel ont même pris le soin de relever que les intéressés étaient tous majeurs au jour du décès de leur père. Dit autrement, d'abord, toutes les situations qui révéleront une fraude à la loi demeureront condamnables. Et chaque fois qu'une personne va manipuler l'élément de rattachement, l'élément matériel du dossier, en vue d'éluder les conséquences du droit français, c'est là qu'est l'élément intentionnel, la fraude à la loi sera toujours là pour s'y opposer, et c'est pas nouveau, et le règlement du 4 juillet 2012 ne s'en émeut pas, puisqu'il réserve cette hypothèse en précisant que pour les États qui connaissent la fraude à la loi, elle pourra toujours s'appliquer, considérant 26. Et tout ça est au fond cohérent avec le critère de rattachement du règlement de dernière résidence habituelle, qui doit révéler un lien durable, étroit et stable avec l'État concerné. Et au fond, et Amélie l'a listé tout à l'heure, tel sera tout l'enjeu de la succession de Johnny Hallyday, nonobstant toutes les bêtises, et je suis extrêmement mesuré quand il y a des bêtises qu'on a pu entendre dans le poste. Je pense qu'il aurait mieux valu envoyer des spécialistes du DIP, je ne parle pas de moi, mais des gens comme Cyril Norissa ou Amélie, que d'envoyer des spécialistes du divorce. Mais bon, c'est comme ça, la communication est ce qu'elle est, elle est devenue un peu folle à l'heure actuelle. Alors, situation de précarité économique ou de besoin. La précision donnée par la Cour soulève bien des questions. Comment mettre en œuvre la solution? C'est bien là toute la difficulté. Alors, première interrogation, à supposer établi l'état de besoin des enfants ou du conjoint, que conviendra-t-il de faire?
on pourrait se dire, au fond, on va rétablir l'intéressé dans sa réserve. Rien n'est moins sûr, parce que c'est pas ce que dit la Cour de cassation. Alors, il ne faut pas me faire dire non plus ce que je n'ai pas dit. Si tout le monde on a peu de chance que ça arrive. Et si à un moment ou un autre, les héritiers se mettent d'accord pour rétablir l'un d'entre eux qui était évincé dans sa réserve, on n'aura plus qu'à entériner, ça on sait faire. Constater un accord, c'est en principe ce pourquoi on est là. Donc je n'écarte pas la solution, mais elle suppose ici une démarche volontaire de la part des intéressés. Alors, si on dit qu'on ne le rétablit pas dans sa réserve, il faudra bien donner à l'héritier évincé le strict nécessaire. Mais il s'agit d'une notion parfaitement subjective ici. Et ce strict nécessaire prendra, et Hugues Fulchiron l'a rappelé, un caractère alimentaire, ce qui est assez vraisemblable. Alors, est-ce que c'est choquant? Alors, pour les partisans purs et durs de la réserve, oui. Mais pour les autres, on pourrait dire que, et je reprends ici les propos de David Boulanger, qui est directeur du Crillon du Nord, la nature de la réserve successorale a bien évolué depuis le Code civil, on en est tous d'accord. Elle est fondée sur un devoir familial du défunt envers ses enfants, mais de nature alimentaire. Il ne s'agit plus d'assurer la conservation des biens dans les familles, c'est logique, aujourd'hui la réserve est appréhendée en valeur. Et on fera par ailleurs observer que dans tous les pays qui ignorent la réserve héréditaire, le conjoint ou les héritiers légitimes évincés par le défunt peuvent toujours se tourner vers le juge s'ils se trouvent dans une situation de précarité pour réclamer des subsides ou des sommes en capital. Marielle Rovière cite par exemple qu'au Royaume-Uni, il n'existe pas de réserve, tout le monde le sait. Ceci étant, il ne faut pas penser que les anglo-américains, ou j'aime pas dire les anglo-saxons, il y avait un vieux solliciteur anglais qui travaillait dans une étude de Lyon, qui disait toujours « Quand allez-vous cesser de parler d'anglo-saxons ?» Je suis toujours très prudent. En tout cas, dans les pays dans lesquels il n'existe pas de réserve, il existe la possibilité pour le conjoint ou les enfants d'obtenir une provision familiale en vertu du Family Act de 1975, ou pour les héritiers proches du défunt de faire une action pour demander des subsides s'ils sont en état de dépendance. Donc, il ne faut pas imaginer que les anglophones passent leur temps à déshériter leurs enfants. J'ai vécu pour ma part un certain nombre d'années avec une Britannique. Je peux vous dire que si je lui avais demandé de me laisser quelque chose dans sa succession, je serais arrivé avec une canne blanche ce matin. Alors tout cela, on le comprend. Mais on est quand même un peu en droit aujourd'hui, et c'est un peu mon inquiétude, parce que de se demander si le juge français n'est pas lui-même entré dans une dérive à l'anglo-américaine pour se faire le champion d'une certaine égalité en rétablissant la situation, au fond, en équité. Ce qui serait une véritable révolution, une évolution considérable de notre droit. Alors, qu'est-ce qu'il faudra accorder? Une rente, un capital, les deux, et bien en nature. C'est plus d'actualité aujourd'hui de donner des biens en nature, puisque tout se met en valeur. Donc on est quand même un peu gêné aux entournures. Rien n'est précisé dans les décisions. Deuxième interrogation, la correction. Alors vous avez vu qu'on a beaucoup d'interrogations, on a beaucoup de points d'interrogation. Je ne suis pas aussi sûr que vous ne sortirez pas un peu frustré, parce qu'on n'a pas la réponse à tout pour l'instant. Mais enfin, en tout cas, on pose des questions et on voit les pistes qui peuvent éventuellement se dégager. Deuxième interrogation, la correction de cette inégalité, de cette précarité économique, semble bien être entre les seules mains du juge qui aura à mettre en œuvre. Reposant sur l'appréciation d'éléments de fait, il y aura une part belle pour la subjectivité, et encore une fois, le contrôle de la Cour ici sur des éléments de fait contrôlés par le juge sera quand même réduit à sa plus simple expression. Alors, reste à préciser le mode d'application de la solution et sa portée. On peut envisager ici quelques pistes de réflexion. Comment déterminer les héritiers qui devraient, le cas échéant, être protégés? Sont-ils seulement ceux que la loi française aurait considérés comme réservataires si elle avait dit la loi successorale? Des critères de nationalité ou de résidence doivent-ils être pris en compte? La protection des héritiers devra-t-elle passer par la substitution de la loi française à la loi étrangère que l'exception d'ordre public international évince? Faudra-t-il prendre en compte les libéralités que le défunt avait consenties de son vivant? Et vous avez bien vu que dans la succession de Johnny Hallyday, oui, mais les enfants, ils ont déjà reçu des donations. Alors, ça n'absorbe peut-être pas la totalité, mais en tout cas, ils ont effectivement reçu des donations. Ce que je déplore, c'est que le notaire qui a reçu ces donations en ait fait des photocopies intégrales aux journalistes. Ça, quand même, je trouve que c'est un peu une violation patente du secret professionnel. Il ne faut quand même pas trop se faire mousser sur le dos de nos clients. Mais enfin, ça, c'est une appréciation purement personnelle, ne va même pas.
Alors, faudra-t-il prendre en compte ces libéralités que le défunt a consenties de son vivant pour apprécier l'état de besoin ou le montant de la réparation, de l'indemnisation? On ne sait pas trop comment il faut la nommer. Si l'ordre public international ne s'oppose pas à une loi qui permet à une personne de priver ses héritiers de tout droit successoral, devrait-on évincer dans tous les cas, et sans procéder à une appréciation concrète des circonstances de l'espèce, une loi étrangère qui introduit une discrimination fondée sur le sexe, alors qu'elle attribue à tous les héritiers, quel qu'en soit le sexe, un droit successoral, même s'il n'est pas égalitaire? Voilà simplement quelques pistes de réflexion qui permettent de comprendre le rôle primordial. Et je crois, moi ça m'a été suggéré par Cyril Norissa, et je vous remercie, parce que c'est effectivement une très bonne question, de comprendre le rôle primordial du notaire dans l'examen des cas qui lui sont soumis et les difficultés supplémentaires qu'il aura affrontées, ce qui conduit naturellement à ma troisième interrogation. Troisième interrogation, le notaire est-il écarté d'emblée d'une solution de rétablissement? Au fond, à la lecture des arrêts de la Cour de cassation, ça laisserait entendre que cette appréciation de l'état de précarité est entre les mains du juge. Et pour autant, il ne me semble pas que le notaire en soit exclu. Si on se risque ici à une comparaison entre l'application d'une loi étrangère accordant des droits différents aux héritiers de sexe masculin et de sexe féminin, qui résulte par exemple de l'application de la charia dans une succession, il était jusqu'alors admis que la mise en jeu de l'ordre public était entre les mains du juge. Et puis, depuis l'entrée en application du règlement succession, une majorité d'auteurs admet, en tout cas c'est aussi la position de Patrick Vautelet, qui est quand même un grand spécialiste du règlement, que le notaire peut jouer un rôle en la matière en procédant par le biais d'une transaction au rétablissement des parts des différents héritiers. Et dans la foulée, j'ai même publié pour ma part une formule d'application qu'on utilise à l'étude, que j'ai mis à la disposition de tous les deux. Alors, j'arrête là le parallèle, car en matière de succession, il faut franchir une étape supplémentaire, trouver une solution d'une part, et une solution qui s'impose à tous les héritiers d'autre part. Alors, je suis un naturel optimiste, et comme le disait le regretté président Doblon, et lorsqu'il n'y a plus de raison d'y croire, il faut encore y croire. Ça pourrait être la devise du notaire. Et je reprendrai volontiers aussi la devise qui est celle de l'étude, dans notre papier en tête, de l'écoute à la plume, le droit d'imaginer. Et une nouvelle voie pourrait ici être ouverte. Alors, elle m'est venue à l'idée à la suite de la lecture d'un très bel article de Patrick Vautelet, qui est professeur à l'Université de Liège, qui est paru à la semaine juridique de 2016, relatif au recours à l'arbitrage en matière successorale après le règlement du 4 juillet 2012. Alors, bien sûr que l'arbitrage qui est utilisé dans un certain nombre, et surtout en matière de société, pour garder une certaine confidentialité et une certaine rapidité, présente de nombreux avantages. Alors, rien n'interdit au notariat de le mettre en œuvre en raison de l'expertise que la profession possède en matière de succession. Alors, bien sûr que l'éminent auteur recense un certain nombre d'obstacles qui peuvent être dirimants dans la mise en jeu d'un arbitrage en matière successorale. En particulier, il envisage la solution dans laquelle le testateur lui-même dirait « en cas de litige, je vous impose de vous soumettre à un arbitrage ». Ça soulève un certain nombre de difficultés. Mais au fond, au cas particulier, lorsque le litige est né, rien ne semble interdire aux parties de la succession de s'entendre sur la désignation d'un tribunal arbitral après le décès, afin de proposer des solutions aux difficultés qui se posent dans le cadre de la succession. Une fois la succession ouverte, les parties, en tout cas celles qui sont majeures et maîtres de leurs droits, pourront confier leurs différends à cette autorité arbitrale. Ce serait peut-être un des moyens d'y mettre un terme. Il faut faire observer, Patrick Vautelet le fait à lui-même, que le règlement succession n'a en aucun cas envisagé cette solution, et en tout cas il ne l'a pas interdite non plus. Alors, une dernière solution pourrait encore être trouvée dans une transaction judiciaire conclue devant le juge, une fois qu'elle aura été préparée par le notaire. Cette convention pourrait trouver sa solution et être entérinée devant un juge, auquel cas elle revêterait le caractère d'une transaction judiciaire, et à ce moment-là, elle serait couverte par les règles de circulation du règlement du 4 juillet 2012. Mais une fois encore, elle pourrait être conseillée par le notaire et préparée par ses soins, ce qui pourrait constituer un gain de temps et assurer une confidentialité à la solution qui serait entérinée. Le notariat a vraisemblablement la possibilité de s'insérer dans ce règlement nouveau de litige afin de mettre fin à des litiges potentiels entre les différents héritiers.
Et au fond, cette voie de la déjudiciarisation, elle a été ouverte par le législateur lui-même. On voit bien que bon an, mal an, et malgré les lacunes du texte, en particulier au plan international, qu'a d'ailleurs dénoncé Cyril Issa, en matière de divorce, on arrive quand même à faire, même si ce n'est pas complètement satisfaisant. Mais on peut imaginer qu'un jour ou l'autre, cette voie de la déjudiciarisation, elle sera accaparée par la Commission européenne. Et à Bruxelles, ce sont des émetteurs de rayons. Ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de se perpétuer dans l'institution. Allez donc faire comprendre à un fonctionnaire grec que s'il n'a plus l'idée, on va le renvoyer dans son administration nationale avec un salaire inférieur de 3 fois à ce qu'il était avant qu'il parte. Il va dire non, je reste ici, moi. Et donc il leur faut des idées. Alors depuis le 3e pilier, alors c'est un peu caricatural, je le reconnais, mais ça participe quand même un petit peu de ça aussi. Du coup, ils sont obligés eux aussi de se dépasser. Et donc d'avoir de nouvelles idées. Alors ils grappillent les idées un peu partout, ils améliorent, alors, ils communautarisent les instruments de la conférence de La Haye ou d'autres organisations internationales, et ils améliorent et finissent par faire des choses. Alors moi je crois pour ma part, je pense que Cyril ne me démentira pas sur ce plan-là, qu'il y a peut-être une part belle aujourd'hui pour le notariat à s'investir dans ces arbitrages en matière successoire. Alors je ne suis pas naïf non plus, je suis persuadé que si l'un quelconque d'entre nous, même la totalité d'entre nous, allait trouver les héritiers de Johnny Hallyday ou Jonathan, on pourrait vous faire un bel arbitrage, vous nous en promener. Alors je pense qu'il y aura une phase de tension, et puis qu'à un moment ou à un autre, la mousse retombera, et puis qu'il va falloir discuter sérieusement autour d'une table. Alors, j'approuve aussi, mais ça, c'est pas faute de l'avoir répété depuis 40 ans que je pratique le droit international privé, et Marielle Revière l'a dit bien avant moi, elle s'était autrement investie que moi dans le sujet. On voit quand même aujourd'hui que la France n'a rien compris au trust, et que cette histoire de trust américain est en train de nous exploser à la figure. Les journalistes nous parlent du gel des avoirs, ce qui n'a aucun sens, ça n'existe pas en droit français. Il faut d'abord, vous voulez geler les avoirs de qui? De ceux qui sont héritiers. Pour être savoir qui sont héritiers, il faut déjà savoir quelle est la loi applicable. Ils ont mis là, le problème à la maison. C'est quoi les conséquences du gel des avoirs? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de gel des avoirs. Alors bon, elle n'est pas revenue à la journaliste, elle est fousse, elle n'est jamais revenue à la chaîne. Mais je crois quand même qu'une des principales vertus, de faire découvrir en France, et aux juristes français entre autres, que le trust, c'est un machin, certes, mais que c'est un machin qui peut servir à quelque chose, et qu'en tout état de cause, il faudrait peut-être qu'on s'investisse un tout petit peu sur la compréhension des mécanismes du trust, qui font que même si on appliquait la loi française, bon, vous savez, les Américains avec leur trust, ils vont dire faites ce que vous voulez chez vous, mais nous, ça nous indiffère. Donc le problème n'est pas entièrement résolu, même si on désigne l'application de la loi française. Mais je suis persuadé pour ma part que le notariat a un rôle à jouer en la matière. Il faudra du temps. C'est comme tout ce qui a été fait dans le notariat, tout ce qui est nouveau prend du temps, il faut le mettre en œuvre, il faut savoir le pratiquer. Et puis après, il y a un véritable enjeu parce que c'est un investissement du notariat dans une matière. Alors, évidemment, ça ne prend pas sur les dossiers les plus petits. Parce que, alors maintenant, je ne sais pas que dans vos exercices quotidiens, mais en 41 ans de carrière, ce qui est le triste privilège de l'âge, au fond, je dis que je n'ai eu qu'une seule fois un client, dans le pur droit interne, qui est venu en me disant on voudrait déshériter notre fille. Alors bon, la raison, évidemment, j'ai posé la question, mais parce qu'elle fait le métier de prostituée rue Saint-Denis. Je dis clairement, est-ce que c'est une raison suffisante pour la déshériter? Vous fallait peut-être me l'aider. Du coup, ils sont partis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, nous, mais c'est la seule fois où on m'a posé la question. Une fille adoptive, bien sûr. Alors, vous voyez qu'au fond, les gens, je crois, ne passent pas, enfin, dans nos exercices quotidiens, on ne voit pas des gens qui en permanence sont à vouloir déshériter leurs enfants. Et puis, moi, je veux bien, parce qu'aujourd'hui, on peut jouer sur des éléments de rattachement. La nationalité, c'est pas beaucoup plus facile de l'obtenir dans certains pays qu'en France. Alors, si vous avez un passeport haïtien, à Saint-Barthélemy, ça coûte 50 € pour avoir un passeport et le permis de conduire, un vrai faux passeport. Non, je ne suis pas sûr que le lien de rattachement avec Haïti soit une évidence première. Et puis, lorsqu'il s'agit de se délocaliser, moi je veux bien. Je veux dire, si vous voulez aller habiter aux États-Unis, ça suppose quand même de parler un minimum l'anglais, de pouvoir éventuellement travailler sur place et de refaire complètement sa vie. Tout ça pour déshériter ses enfants. Quand
quand on sait que la Cour de cassation dit qu'aujourd'hui donner à une concubine adultère, c'est pas immoral, de rester en France, c'est tout croquer aussi, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas donner de l'importance trop grande à des éléments qui, au fond, sont quand même relativement marginaux. Évidemment, quand ça porte sur des dossiers importants ou sur des dossiers médiatiques, comme c'est le cas de Johnny Hallyday, ça marque un peu plus les esprits. Quand on n'a rien d'autre à dire, ça fait oublier les graines, c'est quand même pas mal. Donc, je crois qu'il faut relativiser un petit peu les choses, mais je crois qu'il y a un véritable enjeu pour le notariat, pas seulement d'ailleurs sur la question de la réserve, sur des difficultés dans des dossiers internationaux où le notariat peut avoir un véritable rôle en matière d'arbitrage. Ça suppose pour nous de comprendre aussi comment fonctionne un tribunal arbitral, parce que là c'est un tribunal, c'est plus un tribunal. Ça reçoit les décisions que les arbitres pourraient rendre, peuvent recevoir une exécution judiciaire. Donc ici, on arriverait plus facilement à une solution qui consisterait à relativiser, au moins à trouver un consensus entre les parties, parce que après des phases de tension, il y a toujours des consensus reconnaissants en matière de divorce, et à un moment, il faut en sortir. Donc, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, je ne suis pas sûr que je vous ai apporté beaucoup de solutions pratiques aux difficultés qui sont les vôtres dans ce genre de dossier. Mais on n'en est qu'au balbutiement. Merci beaucoup, Maître Kroll, pour ces questions et surtout ces pistes de réflexion. Je donne à présent la parole à monsieur le professeur Cyril Mouissa. Vous avez aussi une demi-heure. Merci beaucoup. Alors, Madame la Présidente, Madame le Président, je ne sais pas. Le Président. Et donc, je remercie les présidents de leur accueil. Je remercie surtout les étudiants d'avoir pris l'initiative de cette manifestation autour, effectivement, d'un sujet. Les uns et les autres, nous avons tous rappelé l'actualité, ce qui fera chaud au cœur aux conseillers à la Cour de cassation qui ont un peu en général l'impression d'être méconnus par le grand public. L'affaire Johnny Hallyday aura au moins le mérite de montrer qu'il existe une Cour de cassation en France qui peut rendre des affaires, rendre des arrêts extrêmement intéressants, des arrêts que tout Lyonnais doit connaître. Je rappelle que cette question, elle est née à Lyon, puisque nos deux compositeurs sont nés à Lyon. Et en plus dans un arrondissement qui, à Denis Pierre et à moi, nous est extrêmement cher, le 5e arrondissement. Donc comme toujours en droit international privé, l'avenir est dans le 5e arrondissement, parce que c'est dans le 5e arrondissement qu'est né effectivement le droit international privé, plus précisément au point du jour. Donc ça c'était la private joke de la journée, mais je trouve d'ailleurs, on pourrait suggérer au maire de Lyon, mais je ne sais plus qui est le maire de Lyon actuellement, on pourrait suggérer au maire de Lyon d'avoir une rue Maurice Jarre et une rue Michel Colombier, parce que je ne crois pas qu'il y ait de rue portant le nom de ces deux musiciens. Pour revenir plus sérieusement à notre propos, je vais me situer exactement dans la ligne qui a été celle de Richard Kroll, et je vais lui emprunter une formule qu'il a utilisée dans un édito il y a quelques jours, en appelant les juristes à un peu de réserve sur la réserve. Il évoquait effectivement l'affaire médiatique que tout le monde connaît, et comme lui, j'ai été quand même extrêmement surpris par ce que j'ai pu entendre et par cette découverte qui a été la mienne. Je ne savais pas qu'il y avait autant de notaires spécialistes du droit international privé en France. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'avocats spécialistes de droit international privé. Ce que je savais, c'est que les journalistes, eux, n'avaient rien compris. Ça, je le savais. Mais ça a été très surprenant et on a dit beaucoup de choses, on a beaucoup glosé, notamment à partir de nos deux arrêts qui sont un petit peu la raison d'être de notre manifestation d'aujourd'hui. Et je souhaiterais ici, en fait, avoir un propos qui est un propos de prudence. Prudence à l'égard de ces arrêts qui fixent une solution, et je vais y revenir, mais qui ne doivent pas donner lieu, à mon avis, à ce que j'appellerais une forme de surinterprétation, cherchant un peu à construire, je veux dire, sur du sable, des solutions que peut-être d'ailleurs rien ne commande en réalité. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la jurisprudence est une réponse à un cas qui est soumis au juge. Chaque cas est unique. Alors je sais très bien que chez le juriste de droit civil
tel qu'il a été formé dans nos bonnes facultés. On se bat pour savoir si le jurisprudence d'une source ou une autorité, s'il y a ou pas des arrêts de règlement, etc., etc. Mais qu'on refuse la vision anglo-saxonne justement de la casuistique en tant que telle. Mais n'oublions jamais que, quelle que soit l'analyse que l'on retient, il y a à la base une affaire, une situation particulière, le cas est unique, et preuve en est, c'est que parfois la Cour de cassation, sans pour autant revirer, va opérer des distinctions qui font que ce qu'elle avait pu dire quelques semaines auparavant va être remise en cause, je le répète, dans des délais assez proches. Je prends un exemple, un autre domaine qui n'intéresse pas très directement le notariat, mais qui intéresse le droit international, qui est celui des immunités d'exécution. Il suffit de regarder le tango jurisprudentiel en l'espace de 18 mois de la Cour de cassation pour comprendre que ce qu'on croyait vrai il y a 18 mois est aujourd'hui totalement faux. Et je ne suis pas certain que dans 18 mois, ça ne soit pas à nouveau vrai. Dit autrement, ce qui a été décidé dans nos arrêts, nul ne sait s'il ne sera pas éventuellement remis en cause ultérieurement, parce que la voix de tel ou tel commentateur a porté par rapport à la critique qui a été formulée à ces arrêts. Donc un petit peu de prudence à l'égard, j'ai beaucoup aimé l'expression de Hugues Fuchiron tout à l'heure, de ce qu'il a appelé une jurisprudence mystérieuse. Et c'est un peu cette prudence sur cette jurisprudence mystérieuse que je voudrais évoquer devant vous, en rappelant, dernière observation générale, que la Cour de cassation a répondu à certaines questions, mais qu'elle est, comme toujours, tenue par les moyens dont elle a été saisie. Dit autrement, il y a d'autres aspects qui sont apparus dans les commentaires, mais sur lesquels la Cour de cassation n'était pas saisie. Et j'en prends un exemple pour l'évacuer, de toute façon Richard en a déjà parlé, c'est la question de la fraude à la loi. Je pense personnellement que ces arrêts n'apportent pas grand-chose, si ce n'est en réalité rien du tout sur la question de la fraude à la loi. Dit autrement, une jurisprudence que vous connaissez tous, jurisprudence Caron, ne me paraît pas spécialement affectée par cette décision. Pourquoi ? Parce que la Cour de cassation n'était pas saisie de la problématique de la fraude à la loi. Et nul n'ignore si, dans d'autres affaires, tout le monde a à l'esprit, on n'ira pas peut-être sur ce terrain de la fraude à la loi, à supposer qu'on puisse aller d'ailleurs sur ce terrain, pas techniquement parce qu'effectivement il est laissé ouvert par le règlement succession, mais tout simplement parce qu'en fait la question de la fraude à la loi sera réglée par la considération de la qualification de la dernière résidence habituelle. Alors toutes ces précisions pour revenir à ce qui est, à mon sens, le point essentiel de l'arrêt, c'est cette affirmation du fait que l'absence de réserve héréditaire dans une loi étrangère n'est pas, dit la Cour de cassation, en soi contraire à l'ordre public. Et je crois que cela suppose d'apporter ou de revenir sur un certain nombre de précisions relatives à cette notion d'ordre public auquel on fait dire parfois beaucoup de choses, parfois pas grand-chose, et surtout qui est, à mon sens, l'objet d'un certain nombre de petites confusions, alors qui ne paraissent pas essentielles, mais qui le sont parce que, et là je rejoins parfaitement ce qu'a dit Richard, ceux qui vont être en première ligne, c'est vous. Peut-être qu'effectivement on ira devant un juge, peut-être, mais en premier lieu, c'est avant tout le notaire qui va se retrouver confronté à la situation où monsieur X, madame Y viendra vous voir en disant notre père avait terminé sa vie à Londres, avait décidé dans le cadre d'un trust de doter une charity dont l'objet est la défense des chats du Sussex et de nous exhéréder complètement. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est vous qui êtes au premier rang, avant toute discussion devant le juge. Je crois que ça, c'est une évolution majeure. Si tant est que le notaire soit magistrat de l'amiable, eh bien dès lors, il est nécessairement amené à apprécier cette question de l'ordre public. Alors l'arrêt, les deux arrêts, à mon sens, apportent deux précisions, peut-être trois essentielles, et qui sont autant, j'allais dire, de démarches et de conseils pratiques pour le notaire confronté à cette question d'un ordre public, et notamment d'un ordre public successoral en matière internationale. La première observation,
qui est une observation qui pourrait paraître un peu théorique, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est effectivement ce qu'est l'ordre public international. Enfin, c'est très bien de placer le notaire au premier rang de la sauvegarde de l'ordre public français en matière internationale, mais encore faut-il savoir ce qu'est l'ordre public international. Alors je sais bien qu'il est convenu, notamment lorsqu'on enseigne la matière, d'expliquer que l'ordre public est une notion parfaitement insaisissable, extrêmement complexe à cerner, etc. etc. Là, la Cour de cassation est extrêmement claire. Elle est extrêmement claire en nous disant l'ordre public, c'est quoi? C'est, deux points, je cite, les principes du droit français considérés comme essentiels. Principe du droit français considéré comme essentiel. Alors cette formulation, principe du droit français considéré comme essentiel, cette formulation, elle conduit à deux observations. La première, c'est qu'effectivement, on reste avec une conception nationale de l'ordre public. On pourrait penser, Amélie a posé la question, on pourrait penser qu'on a aujourd'hui progressivement basculé dans une logique d'ordre public européen, de principes européens essentiels, notamment incarnés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union, par la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation nous dit, peut-être parce que les faits de l'espèce y conduisaient, ce sont les principes du droit français. On reste, pour l'instant, dans une vision nationale de l'exception d'ordre public. La deuxième observation, c'est la formule principe essentiel. Cette formulation, elle est relativement récente. Elle est relativement récente dans la mesure où elle a même pas une dizaine d'années. Jusqu'à 2011, la Cour de cassation utilisait la formule qu'Amélie a utilisée tout à l'heure, c'est-à-dire des principes de valeur de justice universelle. Vous savez, la France donneuse de leçons à l'ensemble du monde. Nous savons ce que c'est que la justice universelle. Nous, Français, le savons. Nous sommes d'ailleurs les seuls à le savoir. Et donc, on va vous imposer nos principes, nos valeurs de justice universelle. La Cour de cassation a rabattu et dit maintenant, c'est des principes essentiels. Les principes essentiels du droit français. Et très concrètement, ce qu'on peut retenir, c'est que l'absence de réserve n'est pas un principe essentiel. Plus exactement que la réserve n'est plus un principe essentiel du droit français. Ça, c'est, je crois, le premier enseignement qu'on peut tirer clairement de cette arrêt. Alors, qui posera, bien sûr, d'autres questions successorales, c'est-à-dire quels sont, en droit des successions, les principes essentiels du droit français. Et là, on aura toute une série d'interrogations possibles, notamment, et je reviens à ce qu'Amélie évoquait, du fait de la place occupée aujourd'hui par l'autonomie de la volonté. Dès lors que l'on peut convenir, à mon sens, on n'est plus dans les domaines essentiels, on n'est plus dans les domaines d'ordre public. Ce qui précisément pour moi est d'ordre public, c'est ce qui échappe à toute logique conventionnelle. Je peux convenir sur la réserve, je peux renoncer de manière anticipée à la réserve, je peux aménager la réserve, dans des conditions éventuellement extrêmement strictes. C'est bien que je ne suis plus dans ce qui fait le cœur même de l'ordre public. Donc on a ici un premier enseignement sur ces valeurs essentielles et probablement, très concrètement, comme cela a été déjà dit par les deux orateurs précédents, eh bien une sorte de basculement, si tant est qu'il ne soit pas déjà en réalité réalisé depuis bien longtemps, de la notion même de réserve qui, de conservation des biens de famille, viendrait une forme d'obligation alimentaire. L'essence de la réserve va probablement évoluer, pas sous la pression du Parlement européen, mais sous la pression du législateur national, ce qui permet effectivement au passage, et ça fait ma transition, ce qui permet au passage de souligner que si l'ordre public français international est une notion propre, il emprunte tout de même à l'ordre public interne. La deuxième observation, ou la deuxième remarque que l'on peut faire, c'est la confirmation pleine et entière que le notaire est gardien de cet ordre public français, c'est-à-dire des principes essentiels du droit français, du moins il est gardien de leur application concrète. Et ça me paraît le deuxième point essentiel. Ce n'est pas dans l'absolu
s'assurer que la loi applicable à la succession heurte ou pas les valeurs du droit français, les principes essentiels du droit français. C'est est-ce que concrètement l'application de cette loi étrangère conduit à une remise en cause des principes essentiels du droit français. Dit autrement, en soi ça n'est pas tout à fait nouveau là encore, c'est dire qu'on apprécie les choses in concreto et non in abstracto. Et c'est tant mieux, parce que s'il y a bien un acteur du droit qui travaille in concreto, c'est le notaire. Le notaire sait ce que ça veut dire, travailler in concreto. Donc c'est cette appréciation in concreto, là aussi, que l'on retrouve désormais de manière régulière sous la plume de la Cour de cassation. Je renvoie à un arrêt antérieur du 8 juillet 2015, arrêt dans lequel la Cour de cassation avait censuré une cour d'appel pour, je cite, ne pas avoir recherché de manière concrète si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français. Donc, appréciation in concreto. Alors, cette appréciation in concreto, elle emporte là aussi deux séries de remarques. La première remarque, c'est que probablement, c'est ce qui est le plus perturbant pour le praticien. C'est de se dire, je ne me réfugie pas derrière des espèces de grands principes désincarnés, la non-discrimination, l'égalité, je ne sais pas, les grandes valeurs portées par les instruments internes ou internationaux de protection des droits fondamentaux. Je regarde très concrètement ce qui se passe. Et ça, c'est une grande difficulté parce que, effectivement, cette approche in concreto renvoie à un risque qui a été d'ailleurs dénoncé très récemment par Marie Goré dans l'édito que vous avez dans la revue Solutions Notaire. Vous voyez, je fais un petit peu de publicité, qui vous a été distribué. C'est le risque du discrétionnaire. C'est qu'effectivement, mon appréciation in concreto à moi, Cyril Norissa, n'est pas nécessairement la même que celle de Marie Goré, qui n'est pas nécessairement la même celle de Richard Krohn. Et comment je vais pouvoir me mettre en ordre de marche sur ce point. Alors, je sais que c'est perturbant, en tout cas ça perturbe beaucoup une grande partie de la doctrine qui dit ça y est, on est dans la version casuistique à l'anglo-saxonne, pour le coup, ils utilisent face à la pureté supposée du modèle du droit civil qui s'appliquerait de manière extrêmement simple, parce que la règle serait plus simple que la casuistique jurisprudentielle anglo-saxonne, sauf que, à mon sens, ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir parce que cette idée de l'appréciation in concreto n'a pas attendu les anglo-saxons pour être caractéristique de la mise en œuvre de l'exception d'ordre public. On peut trouver de la jurisprudence depuis de nombreuses années qui appelle à cette appréciation in concreto. La deuxième remarque sur cette appréciation in concreto, et ça rejoint ce que je disais, ne pas surestimer la jurisprudence, c'est que je ne m'attache, bien sûr, et c'est lié au principe de spécialité, l'exception d'ordre public, je ne m'attache qu'à ce qui est effectivement contraire aux valeurs essentielles du droit français. Je ne vais pas écarter la loi de l'État de Californie dans son ensemble. Je ne vais pas écarter la loi anglaise, si tant est que c'est un sens, dans son ensemble. Je vais écarter ce qui, dans l'application in concreto de cette loi, viendrait heurter les valeurs de justice universelle, ou plus exactement aujourd'hui, les principes essentiels du droit français. Donc, et à supposer, la Cour de cassation est statuée en sens inverse, c'est-à-dire, et dit, la loi étrangère qui ne connaît pas la réserve viendrait heurter les valeurs essentielles du droit français, c'est pas pour autant que la loi américaine ne serait pas appliquée. En revanche, on n'aurait pas appliqué les dispositions qui conduisaient à exhéréder les héritiers. Donc ça, ce principe de spécialité, d'appréciation in concreto, me paraît extrêmement important à souligner et va poser effectivement, pour le coup, des éléments compliqués. Richard a évoqué un point qu'on avait souligné avec Marianne Remière, c'est-à-dire si on poursuit dans cette logique de in concreto, comment on va faire face à des grandes discriminations qui peuvent être portées par les systèmes successoraux, notamment confessionnels. Est-ce que je vais regarder si in concreto, mademoiselle a effectivement 2 fois moins que son frère, auquel cas je considère, et je renvoie la loi,
Ou est-ce que, oui, il a 250 millions et on n'a que la moitié, c'est peut-être pas si mal que ça, in concreto, est-ce que vraiment ça pose un problème à l'ordre public français? C'est une question qui, à mon avis, reste entière, sauf à souligner, j'y reviens, qu'elle relèvera de l'appréciation du notaire en première ligne. Ma troisième et dernière observation. Parfait. Ma troisième et dernière observation, c'est une observation qui pourra vous paraître un peu théorique, un peu terminologique, mais qui tient à là aussi tous les commentaires qui ont été faits de la décision. On a parlé d'ordre public de proximité, on a parlé d'effets atténués de l'ordre public, c'est-à-dire toute une série de notions que la doctrine de droit international privé adore, simplement parce qu'elle a un peu l'impression de servir à quelque chose. Elle essaye de contribuer à construire cette problématique de l'ordre public. Alors, j'ai lu avec beaucoup d'attention ce que mes collègues ont écrit là-dessus, mais je dis tout de suite, je ne suis absolument pas d'accord avec eux. Parce qu'ils oublient quelque chose d'absolument fondamental, c'est que quand on parle d'ordre public atténué, ou d'effet atténué, quand on parle d'ordre public de proximité, c'est-à-dire que oui, il y aurait une réaction de l'ordre public, mais cette réaction de l'ordre public devrait être modulée parce que la situation présente plus ou moins de liens avec le territoire français, etc., etc. C'est dans une hypothèse qui est une hypothèse bien précise et qui n'est précisément pas celle des arrêts qui nous intéressent. C'est dans l'hypothèse où l'ordre juridique français vient dire « ça me heurte ». Et ça me heurte, mais j'accepte tout de même que cela produise des effets. J'en prends un exemple très simple que vous comprendrez parfaitement. C'est celui de la polygamie. C'est celui de la multiplicité des conjoints survivants. La Cour de cassation vient nous dire, a priori, en France, on a un conjoint survivant. Ça, c'est le droit français. C'est la valeur essentielle du droit français. Donc, on ne peut pas accepter une multiplicité de conjoints survivants. Maintenant, si la situation a été valablement acquise à l'étranger, etc., sans aller jusqu'au terrain de la reconnaissance, je parle des spécialistes, eh bien on va dire oui. Le notaire français peut accepter l'idée qu'il y ait plusieurs conjoints survivants. C'est l'effet atténué. C'est cette idée d'un ordre public de proximité. Mais c'est systématiquement dans des hypothèses où l'ordre juridique français vient opposer une réaction au titre de ses valeurs essentielles, au titre de ses principes essentiels. Or ici, c'est exactement la situation contraire. La situation contraire, c'est de dire il n'y a pas de contrariété à l'ordre public. Donc je ne vois pas comment l'ordre fait atténuer de l'ordre public, le principe de proximité de l'ordre public pourrait jouer, puisque de toute façon, il n'y a pas de réaction de l'ordre public. Alors ce qui a, à mon avis, conduit à ça, et pourquoi je souligne ce point-là, c'est pour éviter que vous ayez peur, où on va vous dire, oula, attention, vous allez devoir manier l'ordre public de proximité, l'ordre public, l'effet atténué de l'ordre public, c'est-à-dire des trucs totalement incompréhensibles, où il faut avoir au moins fait 24 agrégations de droit pour comprendre ce que ça veut dire. Même la doctrine n'y comprend rien. Enfin, je vous invite vraiment à aller regarder, si vous avez du temps à perdre, les principaux manuels de droit international privé. Tout le monde dit tout et son contraire sur ces questions-là. Ben, tant mieux pour vous, ça n'a aucune incidence ici. Ici, on revient à quelque chose de très simple et de très concret, qui est, est-ce que, in concreto, la mise en œuvre de la loi étrangère, qui ne connaît pas la réserve, et qui donc n'est pas contraire aux valeurs essentielles du droit français, est-ce que cette mise en œuvre conduit in concreto à une situation, et je renvoie à de précarité ou de besoin pour les héritiers. Donc aucune théorie dessous, une appréciation très concrète. Est-ce que mes héritiers sont dans le besoin? Est-ce que mes héritiers sont dans une situation de précarité? Et je crois que c'est, et ce sera un peu le lien avec ma conclusion finale, je crois que c'est ça le point le plus difficile de ces cas. Et je crois qu'il faut là-dessus ne pas chercher à débattre sans fin sur la nature de la réserve, sur est-elle ou pas d'ordre public, etc. La question, elle est tranchée, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, elle est tranchée. La seule question qui se pose aujourd'hui à un notaire qui serait confronté à cette situation, soit que l'affaire vienne, j'allais dire en l'état,
soit qu'il soit éventuellement interrogé à titre de conseil en disant est-ce que je pourrais mettre en place tout ça et selon quelle modalité, c'est comment apprécier le besoin, comment apprécier l'état de précarité des héritiers, si tant est que les choses. Alors Hugues Fulchiron a évoqué un certain nombre de pistes. Moi je voudrais en évoquer simplement une, et qui sera un peu ma conclusion. Ça suppose là à nouveau de revenir sur qu'est-ce que c'est cet argument de l'ordre public français en matière internationale. C'est une exception. C'est un correctif. Je mets en œuvre ma règle de conflit. J'aboutis à la désignation d'un droit étranger. Vous avez rappelé la présentation très savinienne du droit international privé. J'ai l'impression de lire un grand traité de droit international privé. Et puis, par exception, mon ordre du fort, mon ordre juridique du fort va réagir parce que ces valeurs essentielles sont touchées. C'est donc une exception. Ça signifie quoi? Ça signifie que le principe, ça reste le droit étranger. Dit autrement, dans notre affaire, pour moi, mais je vous soumets l'hypothèse, la question à laquelle, prenons l'hypothèse de la fameuse affaire dont tout le monde parle, la question où il va falloir apprécier si Laura et David sont en situation de besoin et de précarité, la réponse, elle est où? Elle est dans le droit de l'État de Californie. Et avant tout, dans le droit de l'État de Californie. Dit autrement, le notaire applique le droit de l'État de Californie et il va regarder ce que lui dit le droit de l'État de Californie. Ce que dit probablement le juge de l'État de Californie. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les family provisions qu'évoquait Richard, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Ce qui appelle à deux observations pour terminer. La première observation, c'est que le notaire français ne peut pas s'en sortir tout seul. Et que nécessairement, il faut travailler avec un confrère, à tout le moins avec un juriste du pays d'origine. Parce que ce à quoi vous êtes alors confronté, c'est tout simplement la mise en œuvre d'un droit étranger. Et autant je suis convaincu que les notaires français connaissent bien, voire très bien le droit français, autant, comme n'importe quel juriste français, vous ne connaissez pas nécessairement très bien le droit étranger. Donc il y a cette exigence d'accès au droit étranger, il y a cette exigence de connaître le droit étranger. Au cas précis, d'avoir probablement l'avis d'un juriste de droit californien qui va nous dire voilà comment on apprécie la family provision, voilà comment on apprécie le besoin, la nécessité. Après, on le mixe avec des critères qui seront peut-être des critères plus locaux. Est-ce qu'on va considérer que le besoin c'est le RSA? Est-ce qu'on va considérer que c'est pourquoi pas le niveau de la réserve, ce qui serait une sorte de paradoxe très intéressant. Mais, je le répète, parce que l'exception d'ordre public, comme son nom l'indique, est une exception, c'est, à mon sentiment, la loi étrangère qui doit apporter la réponse. Ce qui m'amène à une dernière observation. Mettre en œuvre la loi étrangère, très bien. Mais j'entends d'ici là le notaire français me dire, oh là, si je me trompe, qu'est-ce qui se passe? Déjà, si je me trompe dans l'application de la loi française, j'ai très peur de ma responsabilité. Alors si je me trompe dans l'application de la loi étrangère. Et là, je vais vous rassurer, c'est que la Cour de cassation va dire, on s'en fout. Je suis très trivial en utilisant cette expression. Pourquoi? Parce que de manière constante, la Cour de cassation a toujours dit, je ne suis pas là pour contrôler l'application du droit étranger. Sauf dénaturation. Sauf dénaturation. Or, je parle sous contrôle de mon éminente collègue, 3 arrêts, 4 arrêts dans toute l'histoire du droit international privé français sur la dénaturation du droit étranger. Dit autrement, il n'y a aucun risque à mettre en œuvre le droit étranger, sauf dénaturation. Et ça veut dire une chose, c'est qu'en réalité, tout ça échappera au contrôle du juge. Dit autrement, demain, à supposer qu'on applique le droit californien pour savoir et déterminer le besoin effectif de Laura et David, bien tout ça, même si ça repart à la Cour de cassation dira je m'en lave totalement les mains. Donc voilà les quelques observations que je voulais faire et insister sur
ce qui est pour moi un point essentiel, c'est que toutes ces affaires de réserve d'ordre public sont l'illustration supplémentaire de ce défi qui est posé aux notaires, qui est aujourd'hui la nécessité d'apprendre à appliquer des droits étrangers et à avoir une vraie réflexion. Je me regrette que la profession n'a pas aujourd'hui véritablement enclenché, c'est comment faire qu'on ait une exacte application du droit étranger par notaire, parce que je le rappelle, dans les obligations du notaire, il n'est pas de raison majeure à ce que les obligations d'un notaire dans l'ordre interne ne soient pas les mêmes dans l'ordre international. Vous êtes là pour assurer l'efficacité des actes que vous allez établir. Or, cette efficacité en application du droit étranger, c'est pour moi le défi majeur auquel la profession est aujourd'hui confrontée. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, monsieur le professeur Moussa. Je ne voudrais pas ajouter à l'autorité de Cyril, mais par expérience encore, après 41 ans de DIP, je veux dire, ce qui aura véritablement fait la richesse de mon activité en DIP, c'est la richesse de mon réseau de correspondants. On ne peut pas faire un dossier sans préalablement avoir vérifié de l'autre côté que c'est bon. Puis alors, à l'attention de nos plus jeunes, certainement, parce qu'on n'en a pas encore complètement pris conscience, et je crois qu'on est beaucoup à la traîne sur le sujet, c'est que vous ne pouvez pas contourner la langue anglaise aujourd'hui. Je le dis toujours en disant, if you don't speak English, you're in a fucking trouble. Voilà. Mais c'est pas que ça me réjouisse. Hein. Alors si vous voulez pas vous embêter, faites comme moi, prenez la méthode à 6 000 plutôt. Ça aide. Alors merci, donc je vais vous remercier d'abord pour votre intervention. Donc conclusion, ne vous inquiétez pas pour les effets atténués et proximité de l'ordre public, inquiétez-vous de la détermination du contenu de la loi étrangère. Voilà. Et donc développez vos réseaux, comme vous y invite Maître Creux. Je donne à présent la parole donc, à Madame Camille Bourri, qui va nous faire part d'une approche pratique de ces questions. Bonjour à tous. Je remercie déjà tous les étudiants pour cette belle initiative et puis pour m'avoir permis d'y participer ce matin. Puisque ce sujet, donc on l'a dit depuis le début de la matinée, très d'actualité. Les arrêts rendus par la Cour de cassation étaient certes très attendus par la pratique. On ne pensait pas à ce moment-là la résonance médiatique qu'ils allaient avoir quelques mois plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on ne compte plus le nombre de unes de journaux sur cette question qui semble devenue cruciale pour déshériter ses enfants. Donc je le rappelle, cette réserve héréditaire, cette quote-part de succession qui est dévolue impérativement à certains héritiers, donc les enfants et à défaut, il faut le rappeler également, le conjoint survivant, est quand même connue dans la plupart des pays de tradition latine, mais par contre est complètement inconnue des pays de tradition anglo-saxonne, ce qui pose du coup difficulté dans une pratique internationale. Alors pour nous notaires, en droit purement interne, la réserve héréditaire, c'est la colonne vertébrale de notre pratique. Elle fait tellement partie de notre structure qu'on l'applique tous les jours sans forcément s'en rendre compte. Puisque c'est vrai que dès que quelqu'un nous consulte pour faire une donation, pour faire un testament, de fait, on lui expose les limites dans lesquelles il peut disposer, les règles également de réévaluation des donations. Ça fait une pratique. C'est tellement courant qu'on a tendance à oublier qu'ailleurs, ça n'existe pas forcément. Alors, il est vrai que depuis quelques années, juridiquement, on dit qu'il y a des atteintes à la réserve. Il est vrai que maintenant, la réserve ne se fait plus qu'en valeur, qu'il y a la possibilité de renoncer par anticipation à une action en réduction. Il est également possible de mettre une partie de son patrimoine en dehors des successions par le biais des contrats d'assurance vie. Dernièrement, on a également eu le mandat posthume qui permet de confier l'administration de la succession à un tiers pour une période plus ou moins longue. Pour autant, dans la pratique, c'est quand même à minorer, puisque comme le notait Maître Creux, il est quand même très rare au sein de nos études qu'on ait des personnes qui viennent nous demander, de but en blanc, de déshériter leurs enfants. Alors c'est vrai que parfois, on demande à avantager l'un ou l'autre, parce que pour X ou Y raison, maintenant une exhérédation totale, pour le coup je n'ai jamais vu, et de même la renonciation anticipée à l'action en réduction n'est pas très usitée. Donc
En droit français, on est quand même, les Français sont quand même attachés à cette réserve héréditaire. Et elle était protégée jusqu'à récemment dans l'ordre public international par le mécanisme du prélèvement. Je me permets juste de rappeler, c'était un mécanisme qui permettait, lorsque la loi étrangère était applicable et que certains enfants se trouvaient du coup exhérédés, de reconstituer leur réserve en toute ou partie sur les biens français. Mais depuis 2011, ce droit de prélèvement a été déclaré contraire à la Constitution. Et alors là, est né un très important débat en doctrine sur la place de la réserve héréditaire dans l'ordre public international. Alors pour nous praticiens, très clairement, avant d'entrer en application du règlement succession, c'était une très bonne question théorique. Par contre, en pratique, on n'était pas non plus amené à la rencontrer très souvent, puisque avant le règlement succession, la loi applicable aux biens immobiliers, c'était la loi de situation des immeubles. Donc, quand on était interrogé sur une succession internationale avec des biens immobiliers situés en France, on appliquait la loi française. Alors, il est vrai que les successions mobilières étaient réglées par la loi du dernier domicile, mais quand il n'y avait que quelques biens mobiliers en France, au final, on était, à part pour des questions, on va dire, très administratives, on n'était pas forcément interrogé sur la dévolution successorale. On le voit à travers les arrêts, c'est des arrêts qui ont été portés en justice par des avocats, pas forcément par la pratique notariale. Par contre, aujourd'hui, la question a pris toute son importance puisqu'il faut vraiment avoir conscience qu'on va être amené à devoir appliquer du droit étranger. Depuis l'entrée en vigueur du règlement de succession, j'ai pris deux exemples pour vous l'illustrer, pour bien prendre conscience que ce n'est pas du tout des cas d'école. On peut prendre l'exemple d'une personne de nationalité française qui décide de déménager au Portugal pour sa retraite. C'est un peu caricatural, mais je prends des exemples qui parlent. Il vit une quinzaine d'années, il achète sa résidence principale, il y a la majeure partie de ses actifs et finalement il revient en France qu'une ou deux fois par an à l'occasion des fêtes de fin d'année. Cette personne ayant sa dernière résidence habituelle au Portugal, s'il a conservé des biens en France et qu'on est saisi pour des questions de succession, on va devoir appliquer le droit portugais. Autre cas, on peut imaginer une personne de nationalité vénézuélienne, par exemple, qui vit en France, qui a la plupart partie effectivement également de ses actifs, mais qui reste attaché quand même à son état d'origine et qui, comme l'y autorise le règlement, fait une profession novice en faveur de sa loi nationale, donc la loi vénézuélienne. Le jour où sa succession s'ouvre, on est saisi, il faut appliquer la loi du Venezuela. Bon courage, mais voilà, c'est des cas concrets où c'est plus des cas d'école, c'est vraiment la pratique et il faut l'avoir à l'esprit. Donc du coup, toute la question de savoir si la réserve héréditaire faisait ou non partie de l'ordre public international a pris toute sa dimension pratique, puisque qu'est-ce qu'on fait si, dans le cadre du règlement d'une succession à une dimension internationale, on se trouve à devoir appliquer une loi qui ne connaît pas la réserve héréditaire. Alors, monsieur le professeur Lorissa nous a bien rappelé ce que c'était l'ordre public international, puisque c'est vrai qu'en pratique, ceux qui font un peu d'international voient à peu près ce que c'est. Généralement, sinon, on visualise l'ordre public, on visualise l'international, les deux mis ensemble, c'est un peu le flou. Donc voilà, c'est juste un mécanisme qui nous permet, lorsque la loi étrangère est applicable, mais qu'on la considère comme contraire au principe essentiel du droit français, puisque c'est l'expression consacrée par les derniers arrêts, de pouvoir, sur le point qui nous contrarie, la mettre de côté pour faire un retour au droit français et continuer comme ça. Par exemple, ça pourrait être le cas d'une loi qui prône un droit d'aînesse ou un privilège de masculinité. C'est les exemples qu'on donne assez régulièrement. Alors attention quand même à cet ordre public, puisque effectivement tout ce qu'on relève depuis le début de la matinée, tout le débat sur les ordres publics, de proximité, tout ça, à la limite, c'est pas très important. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cet ordre public est quand même mouvant. Et comme le soulignait le professeur Morissa, ce qu'on dit aujourd'hui, les arrêts qu'on a aujourd'hui, demain, ce sera plus les mêmes. Donc c'est à un instant T, quand on règle une succession, qu'il faut se poser cette question de quels sont les principes fondamentaux du droit français. Alors, pour en revenir à la réserve héréditaire, les fameux arrêts Colombier-Léjard du 27 septembre dernier nous ont apporté la réponse, puisque en soi, la loi étrangère qui est désignée par la règle de conflit, qui ignore la réserve, n'est pas contraire à l'ordre public international. Donc c'est quand même un apport majeur, puisque la Cour de cassation a enfin tranché sur cette question
Et s'il arrive de devoir appliquer du coup un droit qui est de source de common law, de fait, on va devoir de prime abord l'appliquer. En revanche, et comme le soulignait Maître Krohn, tout de suite après, les arrêts soulignent que, effectivement, par principe, c'est pas contraire à l'ordre public, mais ça peut l'être si, dans la mise en œuvre pratique, on se rend compte, et concrète, on se rend compte qu'on contrevient aux principes fondamentaux du droit français. Et alors là, pour notre pratique, on voit bien où vont être toutes nos limites, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on va devoir revenir à cet ordre public international. Alors effectivement, on a une amorce de réponse dans les arrêts, c'est lorsque la situation appréciée in concreto des héritiers nous montre qu'ils sont dans une situation de précarité économique besoin. Donc là, joli mystère, comme note le professeur Fulchiron, puisque c'est des notions qu'il va falloir préciser, puisque la notion de besoin, à la limite, on la connaît en bas, la notion de précarité économique, pour l'instant, ça demande un petit peu à être creusé. Donc, pour vous montrer toutes les difficultés qui pourraient être soulevées dans une mise en œuvre pratique, je prends tout simplement un petit cas et je vais les soulever au fur et à mesure différentes difficultés pratiques. C'est pas du tout exhaustif parce que les arrêts viennent d'être rendus, on n'a pas encore non plus de recul vraiment en pratique, mais ça permet d'avoir certains points d'alerte si les situations se posent au sein de nos études. Donc on peut prendre le cas de M. Jean-Philippe S., interprète. J'ai pas dit que je ne peux pas cliché, résidant habituellement en Californie, décède, et au terme de son testament, il lègue l'intégralité de son patrimoine à sa dernière épouse au détriment de ses deux plus jeunes enfants, qui sont de nationalité française, nés de précédente union. Et ces enfants français nous consultent du coup pour régler la succession. Donc la première étape, c'est très basique, mais il y a un élément d'extranéité. Je me permets de revenir vraiment à la base parce que je sais que certains ne font pas forcément du droit international. Donc là, la personne réside en Californie, donc je dois me poser en première question quelle est la loi qui s'applique à ma succession. Aujourd'hui, j'ai un règlement européen qui règle la question. Je me permets de dire que même si c'est l'État en présence et un État qui est en dehors de l'Union européenne, c'est quand même ce règlement européen que j'interroge pour connaître la loi applicable. Donc la loi applicable à la succession, nous dit ce règlement, c'est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt, à défaut de choix pour sa loi nationale. Donc en l'espèce, la loi californienne. Donc j'identifie que je vais devoir appliquer la loi californienne. Et la première difficulté, comment je connais la teneur de cette loi étrangère. Comme le soulevait le professeur Mensa, c'est souvent très difficile à avoir une parfaite connaissance du droit étranger. On n'a déjà pas une parfaite connaissance de tous les aspects de notre propre droit. On est souvent obligé de faire des recherches sur certains points qu'on a besoin d'approfondir. Alors une loi étrangère, on n'en parle pas. Donc il faut trouver un interlocuteur. Il faut effectivement, comme le soulignait Maître Krohn, pouvoir parler dans sa langue. Il faut également s'assurer que cet interlocuteur ait également les compétences juridiques pour vous répondre et qu'il réponde. Parce que parfois on trouve, mais en face on n'a pas forcément de retour. Donc pour tout ce qui est pays au niveau de l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a quand même un travail qui est fait au niveau du CNUE. Il y a aussi la Synode qui développe également des partenariats avec les pays voisins et ça permet d'avoir des fois des interlocuteurs de façon un peu plus simple. Pour les pays tiers, il y a aussi, je le rappelle, pour la pratique dure, il y a l'UINL aussi qui existe avec un annuaire d'interlocuteurs que vous pouvez consulter avec les langues dans lesquelles ils parlent. Donc ça peut être intéressant pour trouver un interlocuteur qui est certifié et qui peut apporter une réponse à nos questions. Donc ça, c'est un premier obstacle à franchir qui, selon les États en présence, peut être plus facile ou non à avoir. Donc admettons que dans notre cas, on a un interlocuteur, Maître Lowe, et on a de la chance, il est à la fois au barreau de Lyon et au barreau de Californie, et il connaît parfaitement les deux droits, il nous donne la réponse, puisque la réponse à savoir, c'est est-ce qu'en droit californien, on peut exhéréter ses enfants? Parce que voilà, c'est quand même la première question à se poser. Voilà, en l'occurrence, oui. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc, de principe, on peut appliquer cette loi californienne, puisque elle n'est pas à l'ordre public français, mais les arrêts nous disent qu'il faut quand même faire une analyse in concreto de la situation des héritiers pour déterminer cette situation de précarité économique et de besoin.
Et ça appelle toute une série de difficultés. La première, c'est comment est-ce qu'on fait cette analyse concreto dans les faits, puisque le notaire, on n'a pas de pouvoir d'investigation, on n'en a pas en France, on en a encore moins à l'étranger, donc finalement il faut interroger les parties. Et dans une situation conflictuelle, on va avoir les héritiers qui vont essayer de nous démontrer qu'ils sont dans une situation de précarité économique et de besoin, et finalement le bénéficiaire du testament qui va chercher par tous les moyens de nous démontrer le contraire. Par exemple en produisant des donations, voilà, tous les moyens vont être bons. Donc, dans un contexte de tension familiale, ça va être extrêmement complexe dans la pratique de tirer le vrai du faux par rapport aux éléments qui vont nous être fournis. Puisque ça va être vraiment, pour le coup, à la liberté de ce qu'on va nous proposer. Et puis ensuite, toujours cette notion de précarité économique et de besoin. Notre analyse à nous ne sera pas forcément celle du voisin, et finalement, laquelle est la bonne. Là, finalement, toutes les analyses seront bonnes. Simplement, c'est des états, ça va être un avis, ils seront juste pour trancher de façon définitive. Donc là encore, si on se rend compte qu'il n'y a pas de mésentente familiale et qu'il y a des accords possibles, effectivement, la transaction peut être une solution. Il y a une dernière chose également, c'est qu'effectivement, on analyse la situation, in concreto, la situation des héritiers, mais dans les arrêts, on relève également le lien entre le défunt et sa situation à l'étranger. Dans l'arrêt JAR, on relève par exemple que la personne réside depuis 30 ans en Californie, où sont nés ses 3 derniers enfants, et que quasiment tout son patrimoine se trouvait aux États-Unis. Dans l'arrêt Colombie, on relève également que le dernier domicile du défunt était en Californie, que ses unions depuis 65 avaient été contractées aux États-Unis, et que donc son installation était ancienne et durable. Donc est-ce que ça veut dire qu'en plus d'analyser la situation économique des héritiers, on ne doit pas également s'interroger sur le lien réel du défunt avec le pays en cause? Donc là, est-ce qu'en filigrane, dans les arrêts, on n'a pas voulu écarter peut-être la fraude juste pour vous rappeler, la fraude au niveau international, c'est quand même extrêmement rare, parce qu'il faut démontrer 2 choses. Il faut démontrer un élément matériel, c'est-à-dire qu'on a une altération du critère d'attachement, une manipulation, et un élément intentionnel, il faut vraiment l'avoir fait dans l'unique but de détourner la loi. Il y a la fameuse affaire Caron dont on avait parlé en 85, mais depuis dans les successions, il n'y a pas eu vraiment d'autres exemples. Donc c'est quand même pas très courant. L'affaire Caron, juste pour vous rappeler, puisque dans notre pratique quand même il faut avoir aussi des points d'alerte à ce niveau-là, c'était une personne qui était partie vivre aux États-Unis et qui avait mis tous ses biens immobiliers situés en France en SCI, puisque du coup ça devenait des biens mobiliers. La règle qui s'appliquait à sa succession, c'était la loi américaine, pour toute sa succession mobilière. Ça permettait d'exhéréter les enfants par ce biais. Ça ne veut pas dire, je fais une parenthèse, qu'à partir du moment où un client étranger vient pour constituer une SCI, on est dans une situation de fraude. Par contre, il peut y avoir quand même quelques points d'alerte si la personne a un certain âge ou qu'on est assez malade ou qu'on se rend compte que le bien immobilier qu'elle a meublé constitue la plus grosse partie de son patrimoine. En soi, c'est pas frauduleux, mais en tant que praticien, il faut quand même qu'on ait certains points d'alerte dans certaines hypothèses. Je ferme la parenthèse pour la SCI. Et donc du coup, pour revenir à mon cas, pour vous illustrer tous ces propos, donc, la loi étrangère, loi californienne applicable. La loi californienne, on a la réponse, permet l'exécution. Il va falloir du coup analyser la situation des 2 enfants français pour savoir s'ils sont en situation de besoin ou de précarité économique. Et puis si on a un doute, après déterminer selon quelle modalité ils peuvent retrouver un semblant d'indemnité. Alors, tous ces propos peuvent paraître un petit peu, peuvent faire peur. Après, il faut quand même l'ignorer dans le sens où c'est vrai que la sécurité juridique ne supporte pas de la précision. Après, on est quand même dans des cas qui sont assez extrêmes, puisque, comme on l'a noté, la situation de précarité économique et de besoin, dans la plupart des États où on ne connaît pas la réserve héréditaire, il y a quand même des mécanismes judiciaires qui permettent à certains héritiers privilégiés d'avoir quand même de retrouver quand même un aliment, quelque chose. Donc, est-ce que finalement la situation de précarité économique et de besoin va être réelle alors que dans ces états on peut avoir quand même un minimum vital pour subvenir à ses besoins? C'est par exemple tout ce qui est family provision dans certains états anglo-saxons.
ça reste à démontrer. Donc voilà, c'était vraiment ces points-là, ça risque d'être assez marginal. Peut-être que le débat aujourd'hui va plutôt s'orienter sur la détermination de la résidence habituelle du défunt, comme on va sûrement l'avoir dans le cas de l'affaire entre guillemets Johnny Hallyday, puisque là encore, on a une certaine imprécision sur la résidence habituelle. C'est le critère de rattachement, mais il n'est pas défini. Il n'est pas défini par le règlement de succession et par la Cour de cassation. Pour l'instant, au regard du règlement de succession, on n'a pas de définition non plus. Donc attendons avec impatience le prochain arrêt sur la résidence habituelle. Et puis quelque part remercions ces artistes fortunés qui, mal ou très bien conseillés, on va dire qu'à l'ouest du débat public, permettent au moins de faire avancer notre pratique. Merci Madame Joly. C'est vrai que le droit international privé était le droit des princes et des princesses, ça devient le droit des compositeurs et des interprètes. Quelle décadence. J'étais censée faire une conclusion, mais je pense que je vais la squeezer, puisque il est déjà 10h30 et que j'aimerais laisser la parole à Anthony Decaux. Juste quelques petits mots avant, pardon. Parce qu'à vous entendre parler de la notion de besoin et de précarité, ça me fait penser à deux parallèles. En fait, le premier avec la prestation compensatoire, qui est au sens du droit de l'Union une obligation alimentaire. Et on sait que les arrêts qui ont été rendus en matière de prestations compensatoires par la Cour de justice concernaient des prestations compensatoires versées sous forme de capital à hauteur de plusieurs millions à l'époque de Deutschmark. Mais voilà, on considère que est une obligation alimentaire le fait d'assurer le train de vie de l'ex-épouse, finalement. Donc, est-ce que la notion de besoin sera interprétée comme ça? De la même manière, alors, dans le cas de Johnny et dans les affaires Colombier et Jarre, on parle des enfants. Alors, est-ce qu'on peut faire le parallèle, non pas avec l'obligation alimentaire, mais l'obligation d'entretien qui incombe aux parents à l'égard des enfants et qui n'est pas du tout la même que l'obligation alimentaire, puisqu'elle doit prendre en compte les besoins en fonction notamment du niveau social des intéressés. Donc finalement, est-ce qu'on ne va pas avoir sur cette question de précarité et de besoin les évolutions ultérieures de la Cour de cassation? Vous avez dit fermement que la solution était fixée, que la messe était dite, mais qu'il y avait quand même la technique du distinguishing finalement qui est chère à la Cour de justice et qui maintenant va être adoptée par la Cour de cassation après avoir vu le contrôle de proportionnalité et s'attaque à la technique du distinguishing. Donc peut-être que c'est là-dessus qu'on va avoir les prochains arrêts sur comment est-ce que j'apprécie cette notion de précarité et de besoin. Est-ce que je le fais eu égard à la fortune? Est-ce que mon état de besoin est le même que celui du professeur Brissa? Est-ce que... C'est un problème de poids. Voilà. Voilà. Je vais laisser la parole donc maintenant à monsieur Anthony Decaux, donc qui nous fera une illustration conclusive sur la succession de Johnny. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire une petite illustration sur un acte de conflit de loi en droit international privé sur le cas de Johnny Hallyday, en rappelant toutes les questions qu'on s'est posées. Juste avant, je voulais demander à nos experts, peut-être juste après, on le verra quand on parlera de l'exception d'ordre public, mais si on la retient, qu'est-ce qu'on donne aux héritiers qui en bénéficieraient? Alors voilà, donc, je vous présente Johnny Hallyday. Voilà. Je vais pas allumer le feu, parce qu'on est dans la chambre. Alors, donc la règle de conflit de loi fonctionne comme ça. À partir du moment où on a une situation de droit international privé, on commence à se poser la question de quelle est la loi applicable. Donc on a une situation de droit international privé, donc c'est un élément d'extranéité. Johnny Hallyday avait sa dernière résidence habituelle, en tout cas c'est ce qu'on dit, on peut toujours contredire, avait sa dernière résidence habituelle en Californie, à Los Angeles. Pacific Palisades. C'est la maison, ça. Jolie maison. Non, je crois que c'est le Salvatore. Voilà. Donc, on continue. On va se poser la question, la question préalable. En l'occurrence, il n'y en a pas ici. Mais c'est une question qu'on se pose en général avant de se poser la question de la loi applicable, enfin de la règle de conflit de loi. Donc le juge peut être confronté à plusieurs questions de droit. Il peut se poser, il se peut qu'il y ait plus d'une question et qu'il y ait une question préalable. Par exemple, la réponse des douches, dont M. le professeur Brissa parlait tout à l'heure, avec le mariage polygame. On se demande d'abord est-ce que le mariage est valide, et après on l'applique à la succession en France. Bon, en l'occurrence, en matière de succession, on ne se pose pas cette question. Il n'est pas polygame, Johnny. Je ne sais pas.
Après, on a la qualification légiphorie. Alors, qualification légiphorie, ça veut dire qu'on fait une qualification de la situation selon la loi du fort, selon notre loi à nous. Donc, c'est une opération qui permet de déterminer la catégorie à laquelle se rattache la situation, et pour l'appliquer, il y a une règle de conflit de loi. Ici, on est en cas d'une succession, donc on va être dans une catégorie succession. Après, il y a aussi la loi de police pour laquelle on peut se poser la question. En l'occurrence, en matière de succession, il n'y en a pas. Mais la loi de police est une loi d'application immédiate dont l'observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique du pays. La réserve n'est pas là-dedans, on ne peut pas faire de loi de police, on passe. On passe directement à la règle de conflit de loi, du coup. Alors là, on voit Johnny Hallyday qui vivait aux États-Unis avec sa nouvelle famille recomposée. Alors, quand une famille recomposée se décompose, ça devient le grand bazar. Donc, l'article 21-1 du règlement européen nous dit que la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa dernière résidence habituelle au moment du décès. En l'occurrence, Johnny Hallyday était aux États-Unis. Je pense que le fisc le surveillait depuis pas mal d'années, et je pense que si c'était stable, on aurait peut-être entendu parler. Pour la résidence habituelle, donc il faut quelque chose de stable et durable. En l'occurrence, Johnny Hallyday avait, je crois, scolarisé ses enfants en Californie. Il avait sa famille quelques années là-bas. À mon avis, c'est difficile à contredire, mais pourquoi pas. Donc si on part du postulat que sa résidence habituelle était en Californie, on n'ira pas sur la loi française en loi substantielle au fond, on partira plutôt sur la loi californienne. Donc la loi californienne, là on va se poser la question de est-ce qu'il y a matière à renvoi avec la loi californienne. Alors le renvoi, c'est la prise en considération de la règle de conflit de loi étrangère. Donc on va se dire, bon, la loi française dit c'est la loi de la dernière résidence habituelle, mais la loi californienne, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, il n'y a pas de renvoi si il y a eu des prévisions des partis. Par exemple, si les partis ont prévu de choisir une loi et n'ont pas envie de revenir dessus, ou s'il y a l'existence d'une règle de conflit de loi alternative à coloration matérielle, unilatérale, donc une règle de conflit de loi qui a vraiment pour but de fixer la loi applicable, et elle n'est pas bilatérale. Si c'est une règle de conflit de loi bilatérale, il faut apporter une petite précision. On se pose la question du renvoi uniquement parce que la loi désignée est la loi d'un État tiers à l'Union européenne. Oui. Sinon, on ne se pose pas la question. Donc, là, au cas précis, jusqu'à preuve du contraire, effectivement, la Californie n'est pas encore dans l'Union européenne. C'est pas les États-Unis européens. Donc, en l'occurrence, ici, il y a matière à renvoi. Donc, on va partir vers la qualification selon la loi californienne. Donc, on refait le schéma depuis la loi californienne. Donc, la qualification, c'est la même chose. Ici, en Californie, on est aussi dans une succession. Donc, une règle de conflit de loi succession, successorale. Donc, la règle de conflit de loi californienne nous dit, dans ce renvoi, on a du coup une divergence de critères de rattachement dans la règle de conflit de loi, puisque le Restatement Conflict of Law, donc le texte américain, distingue selon que la succession est mobilière ou immobilière. On a une scission, comme on avait avant en droit français, avant l'entrée en vigueur du règlement européen. Donc une scission. Donc on considère du coup que pour les meubles, la loi applicable à la succession est la loi du lieu du dernier domicile, de la dernière résidence habituelle du défunt. Et pour les immeubles, on considère que c'est la lex recitale, la loi du lieu de situation de l'immeuble. Voilà. Alors en l'occurrence, Johnny Hallyday avait créé une SCI dans laquelle il avait mis tous ses immeubles français. Quand on crée une SCI, on fait un ameublissement, l'immeuble devient meuble en devenant part sociale de société. Et du coup, il n'y a plus d'immeuble dans la succession de Johnny Hallyday. Et il y en a, mais dans une société. Donc, c'est des parts sociales, assimilées des parts sociales, donc des meubles. Donc, on part vers du mobilier. Donc, selon le Restatement Conflict of Law, c'est la loi du lieu du dernier domicile qui s'applique. Donc, on revient sur la loi californienne. Voilà. La loi californienne, donc la loi substantielle californienne, donc, au fond, nous dit qu'il y a une liberté testamentaire totale, pas de réserve héréditaire, possibilité de déshériter ses enfants. Atténuation, il y a le mécanisme de la famille prodigène. Un enfant en situation de besoin peut demander une pension contre la succession. En l'occurrence, on considère assez souvent, d'après le professeur Bonomi, qu'à partir du moment où les enfants sont adultes et actifs, qu'ils ont un salaire, c'est peu en application. Ça arrive rarement, mais c'est rare. Donc il nous reste deux options. L'exception d'ordre public international. Alors, Rapp disait
L'exception d'ordre public est l'ultime rempart du droit international privé pour éviter que la désignation de la loi étrangère pour la règle de conflit de loi ne constitue un saut dans l'inconnu. Donc cette exception d'ordre public international a 3 fonctions. Donc tout d'abord la protection des principes de justice universelle considérés dans l'opinion française comme noués de valeur internationale absolue, avec la règle autour. Et également la protection des fondements politiques et sociaux de la civilisation française avec l'Eurobourg pigeonnière, la doctrine, et la sauvegarde de certaines politiques législatives françaises. Le contenu de l'ordre public international est évolutif. On pouvait très bien considérer par le passé que la réserve était l'ordre public international et ne peut le considérer aujourd'hui. Et l'atteinte à l'ordre public international, comme on l'a dit, s'apprécie in concreto. Donc on voit au final, avec l'application de la loi étrangère, est-ce que c'est contraire ou pas. Alors l'arrêt Jarre nous pose un principe du coup. Jarre et Colombier, la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français. Bon, soit. Et il y a une clause de sauvegarde. La clause de sauvegarde posée par les arrêts Jarre et Colombier, c'est la contrariété à l'ordre public international d'une loi étrangère qui ignorerait la réserve héréditaire ne pourrait être retenue que si l'application concrète, donc on reste dans une concreto, de la loi étrangère met les enfants des décujus dans une situation de précarité économique et de besoin. Là, on se pose des questions, en effet, sur précarité économique, c'est un peu flou. Le besoin, on a cette possibilité de revenir sur une renonciation anticipée à la réserve, donc on connaît un peu, on pourrait peut-être faire un parallèle avec ça. Alors là, c'est la question que je me posais. La sanction. Donc, en droit international privé, le principe, c'est l'application subsidiaire de la loi française. En pratique, là, est-ce qu'on applique une réserve héréditaire à tous les héritiers qu'à celui qui est en situation de précarité économique et de besoin, ce qui créerait un déséquilibre entre héritiers, et que celui qui serait pauvre qui aura le droit à la réserve et pas les autres? Il ne faudra pas non plus qu'on crée des déséquilibres. Ou est-ce qu'on ferait plutôt une sorte de pension héréditaire à la charge de la succession, puisqu'on a dit que la réserve avait un caractère alimentaire, on partirait plutôt du coup sur une pension. Donc je ne pense pas que c'est ce que recherchent les héritiers et les biens, je pense qu'ils veulent plutôt le butin, c'est une pension. Voilà. Donc ça serait dans le cadre de l'exception d'ordre public. En l'occurrence, ils ne sont pas dans une situation de précarité économique ou de besoin, sauf à avoir des critères plus larges, mais selon la loi californienne, ça a l'air plutôt strict. Il nous reste une autre option, la fraude à la loi. Alors le principe, la fraude à la loi se définit par le fait de saisir le juge français et de manipuler la règle de conflit de loi afin de faire appliquer une autre loi. Alors les éléments constitutifs de la fraude, c'est un élément matériel, comme Madame Gouret l'a rappelé tout à l'heure. Donc une manœuvre tenant à la modification de l'élément de rattachement et un élément intentionnel, il faut une intention frauduleuse de modifier cet élément de rattachement pour faire appliquer une autre loi. La sanction, Vidal disait, la fraude à la loi a pour effet sa propre inefficacité. La sanction est donc la mise à néant de la situation créée grâce à la fraude. Donc en l'occurrence, une SCI qui aurait eu pour effet d'ameublir, à condition qu'on trouve l'élément intentionnel, sa sanction serait la non prise en compte de la SCI et le retour des immeubles en immeubles. Du coup, on retournerait dans la règle de conflit de loi. Alors on a deux options. On a une fraude à la loi possible selon moi au niveau du domicile. La personne qui partirait vivre volontairement à l'étranger avant de mourir juste pour déshériter, ça me paraît compliqué puisque je crois qu'il était depuis 2007, quelque chose comme ça. Il y vivait, il a mis ses enfants. À mon avis, on n'a pas que ça. À mon avis, on ne peut pas retenir ça. Et il y a aussi la fraude à la loi à l'ameublement dont on parlait avec l'arrêt Caron. Donc c'est vrai qu'on avait plus d'éléments dans l'arrêt Caron puisque me disait hier soir Maître Prône, on avait des courriers où il disait je veux déshériter mes enfants. Donc on avait vraiment des preuves matérielles. Là en l'occurrence, je ne crois pas qu'on ait de preuves dans la succession indirecte. Bon, il reste le boulot des avocats des vieux enfants de prouver qu'il y aurait une fraude. Pourquoi pas? Ça paraît encore compliqué. S'il était bien conseillé, normalement, ça ne devrait pas avoir lieu. Donc, au cas où on retiendrait une fraude à la loi, on annulerait, enfin en tout cas on ne tiendrait pas compte des SCI et on reviendrait sur un immeuble. La loi, la règle de conflit de loi américaine nous dit lex reisitae, law of the situs of the real property, la loi du lieu de situation de l'immeuble. Donc on partirait du coup pour les immeubles en France, il y en a pour plusieurs millions d'euros je crois, sur la loi française. Alors, en cas de fraude à la loi, la sanction c'est
l'annulation des situations créées grâce à la fraude. C'est pas une application subsidiaire. Là, la question est, est-ce qu'on donnerait une sorte de pension ou est-ce que du coup on se servirait en réserve directement sur les immeubles situés en France en retenant la fraude? C'est la question que je me pose. Est-ce que, en ce faisant, est-ce qu'on ne rétablit pas le droit de prélèvement Qui est contraire à la Constitution. Voilà, la grande question. Voilà. Et la loi substantielle française nous dit que la réserve alimentaire assure une part aux enfants. Je ne suis pas sûr que Johnny Hallyday va penser à tout ça. C'est conseillé certainement. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir participé au petit déjeuner du notariat lyonnais. Nous espérons que vous avez apprécié la conférence. Encore merci à nos intervenants, Maître Richard Krohn, Monsieur le professeur Salomon Morissa, Madame Camille Goury, Madame Amélie Panet, et aussi, on pense à lui, Monsieur le professeur Fouchiron, qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui. Il est en déplacement entre le Brésil et le Chili. C'est pas exactement où. La plage ou le désert d'Atacama, je ne sais pas. Voilà, c'est bien quelle l'université, je pense, de San Paulo. Je pense que on pense bien à lui, puis on le remercie pour son intervention. Merci à tous les membres de l'association des étudiants en droit notarial européen international pour leur investissement. Je voudrais également remercier nos partenaires pour leur soutien. Donc la Chambre notaire du Rhône et son président, Maître Thierry Chausseau, pour nous avoir accueillis dans ces lieux. Le conseil régional de la Cour d'appel de Lyon et son président et parrain de notre promotion, Maître Denis Pierre-Simon. Econote, l'imprimeur du notariat qui nous a imprimé les invitations et les recueils de CV qu'on vous a mis à disposition. La société Genapi, les éditions Francis Lefebvre, dont vous trouverez une revue dans vos conférenciers ou sur le table. Les éditions de Frais Noir, la même chose, vous trouverez des revues. AR24, société de l'envoi de lettres recommandées électroniques certifiées. L'UNOFI, Union notariale financière, expert en conseil patrimonial. Le cabinet d'urbanisme Juris. Le Crédit Agricole Centrest. Et enfin, les généalogistes Couture-Oreille. Cette conférence sera revisionnable sur nos réseaux sociaux. Merci de votre attention, à bientôt.